Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'équipe d'Estelle. Ça va être de la folie ce soir parce qu'on va parler de la Ligue 1 qui a repris hier, 18e journée. On va débriefer tout ça pendant 2h15 en direct avec notamment Grégory Hacher. Salut Greg. Salut Estelle, comme vous êtes plein de couleurs, j'ai décidé d'être un peu plus sobre et je serai lamentablement copié par quelqu'un que vous présenterez plus tard. Vous pouvez présenter juste après, évidemment. Je crois que les gens voient qui tu parles. Je crois que ça se voit à l'écran. Oui. Pierre Maturana, comment ça va? Bonsoir, ça va plutôt pas mal Estelle. Plutôt pas mal comme d'habitude. exactement. Super Pierre. Thibaut Mézirion. Très bien, aujourd'hui je suis venu avec un cadeau pour le abonner au compte Twitter de l'équipe d'Estelle. Qu'est-ce que ça peut être? Un chasuble de plaquage en collaboration avec la Fédération française de rugby, un des sports préférés de Greg Hacher bien sûr. Ah mais super. Et là pourquoi ces couleurs? Parce que c'est ici qu'il faut plaquer Estelle. C'est pas là-haut. D'accord. Donc il y a des couleurs exprès, vous comprenez? Ben non mais oui c'est bien. C'est oui. magnifique, non? C'est super Greg. Vous qui avez mis des couleurs. C'est Thibaut. Non mais que je vous obsède, je peux Excusez-moi. comprendre. Mais non mais c'est... Non mais écoutez, c'est très bien. C'est coloré. Oui, merci pour ce cadeau Thibaut. Raphaël, ça va bien? Ah bah super. Bah, écoutez, tant mieux, c'est super. Jérôme Alonso, donc le frère de Greg Hacher. Absolument. Vous êtes concerté avant de venir Le faire, toujours. Et Karine Galli, lookée comme jamais. Karine, écoutez, on passe grâce à vous une semaine dans les rênes du shopping, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que Pierre-Antoine Damcourt, tout à l'heure dans la petite lucarne, va vous consacrer une longue page. Je lui ai encore fourni de la matière. Oui, ah bah... Je lui ai proposé de me reverser 50% de toutes ses piges. Il a dit non, mais j'espère qu'en 2021, il acceptera. Ah mais là il peut vous reverser quelque chose manifestement. Bon bah, écoutez on parlera de ça après. D'abord le football au sommaire de l'équipe d'Estelle ce soir, la première ratée pour Pochettino avec un match nul à Saint-Etienne. Est-ce juste anecdotique? Lyon qui creuse l'écart en tête du championnat après sa victoire face à Lens. Lyon devient-il favori pour le titre? Vous retrouverez le baromètre de la Ligue 1 avec les tops et les flops de la 18e journée. Et puis le foutoir mercato, ça bouge. Toutes les infos, toutes les rumeurs avec Mamadou Sakho attendu à Nice et Jean Lucas dans le viseur de Nantes. Mais on va commencer bien sûr avec la Ligue 1 avec une première très attendue hier. C'est celle de Raymond Domenech sur le banc de Nantes. Résultat 0-0 face à Rennes, 4e de Ligue 1. Allez, on va voir les meilleures actions de ce 0-0. Et donc, vous l'avez dit, on va le voir à l'image. La première de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. La meilleure occasion nantaise, on est à la 15e minute avec, vous allez le voir, ce ballon qui va être récupéré par Louzza, mais qui va dévier le ballon, c'est Salin. La 48e minute avec des Rennais qui ont été maladroits à l'inverse. Vous voyez à l'image de Bourigeaud. À la 49e minute, Bourigeaud acte 2, 53e minute, son tir passe un peu au-dessus. Ça a été donc des débuts, vous allez le dire, s'ils étaient réussis ou pas pour Raymond Domenech. Donc 0-0 face à Rennes. Alors on a posé cette question à Raymond Domenech, justement, début positif ou pas? Écoutez sa réponse. Mais qu'au niveau de ce que j'ai vu dans l'envie, l'organisation, la solidité, l'envie vraiment d'être ensemble et de jouer ensemble contre une belle équipe en plus. Cette équipe de Rennes a un vrai potentiel, elle n'est pas en haut du tableau par hasard. Donc oui, moi ce que j'ai gardé c'est ça, voilà, j'ai trouvé une équipe qui avait envie, qui s'est parlé, qui a joué ensemble, qui a défendu quand il fallait, qui a eu des possibilités de ressortir. Après un départ on a été un peu timoré, on avait peur de jouer, puis petit à petit on a commencé à se dire que c'était possible, qu'on pouvait aussi montrer quelque chose. Ouais, j'ai bien aimé cette première dans l'envie que l'équipe en montrait. Voilà, Raymond Domenech qui a bien aimé donc cette prestation du FC Nantes. Alors vous, est-ce que vous avez été convaincu par la première de Raymond Domenech hier sur le banc des Canaries? J'écoute les joueurs, donc oui, pour Grégory Hacher, faudra du temps, mais bonne première, Pierre Maturana. Plutôt pour Thibaut Mézirion. Une petite raison. Un 0-0 signé Raymond. Bah, c'est vrai qu'on a l'habitude quand même. Raphaël Sebaoun, pas de défaite, c'est important pour Jérôme Alonso et on ne va pas s'arrêter à un match. Non mais enfin bon, comme il n'y en a eu qu'un, Karine, on peut pas... Mais c'est pas un petit peu après 4 précipité, vous voyez. Voilà. Bah, c'est-à-dire, vous en avez pensé quoi vous par exemple? Mais c'est-à-dire qu'après un match, de nous demander s'il y a déjà un effet Domenech, si Nantes va s'en C'est pas sortir, la question. etc. C'est pas Ça me ça. paraît C'est pas la gros. question. Après, est-ce un bon résultat? Oui. Est-ce que beaucoup espéraient que Raymond Domenech allait se planter? Oui. Est-ce que les supporters nantais sont plutôt contents d'un match nul face aux Rennais? Forcément oui, parce que c'était un derby. Et surtout, ça casse un petit peu la spirale des Rennais qui était dans une spirale positive depuis la victoire de Nice. Donc évidemment que c'est très bien de commencer par un bon résultat face à une équipe qui est amenée à jouer l'Europe encore la saison prochaine. Après, on a vu que c'était une idée défensive. C'est ce qu'on fait souvent. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Non, c'est pas étonnant, surtout parce que lorsque tu reprends une équipe qui est quand même traumatisée, qui enchaîne les mauvais résultats, tu essaies de repartir sur des bases solides, être cohérent et après essayer de proposer du jeu. Donc voilà, donc c'est très bien de faire un bon résultat, mais on va pas tirer des bilans après un match. Est-ce que vous attendiez à mieux, vous, Grégory Hacher, hier? Non. D'accord.
Non, non, je m'attendais pas à mieux parce que j'avais vu Nantes avant Raymond Domenech, j'avais vu Rennes sur sa lancée, comme l'a dit Karine, donc j'imaginais bien que ce serait compliqué. J'ai surtout, pendant la période de son arrivée, pendant toutes les fêtes, j'ai pas entendu son président, je l'ai beaucoup entendu lui, j'ai beaucoup entendu les supporters râler, parfois de manière justifiée en se posant des questions, parfois de manière sans doute sensible, mais ce sont des supporters, on ne peut pas leur vouloir, ils voient leur club qui part vraiment à volo, donc ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Puis j'ai entendu beaucoup de suiveurs, des journalistes dire des choses très intéressantes et d'autres des aberrations totales, donc je voulais juste voir ce que les joueurs allaient faire. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien suivi les consignes clairement défensives de Raymond Domenech. Je vais laisser Pierre en parler, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quand je lis Corchia, qui est quand même un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif, ils n'en ont pas des 50 qui ont un CV comme Sébastien Corchia, qui dit, il nous a apporté son calme, sa sérénité, son expérience, on est placé, on sait quoi faire, ça veut dire, et c'est ça qui est un peu embêtant, que c'était pas le cas avant. Donc s'ils arrivent à être cohérents, et dans ce cas-là, ils se sauveront parce que comme en Ligue 1, il y a des équipes moins fortes. C'est rare d'entendre des joueurs dire l'entraîneur d'avant était quand même vachement mieux. Non, mais surtout ceux qui ont joué, et vous avez bien raison. Je dis juste que comme on n'a qu'un match, je préfère quand même le ressenti d'un joueur expérimenté que les commentaires d'avant-match par quelques suiveurs que ce soit. Non, on en a fait aussi. On va voir les statistiques de la on s'inclut dedans. On ne peut pas dire que Nantes a eu la possession, quoi. Non, alors c'est un chiffre. Nantes a subi, mais peut-être volontairement, mais surtout Nantes a finalement bien défendu. Il y a eu 0 tir cadré sur les 8 tentés de la part du Stade Rennais. Ça, c'est une première indication. Vous l'avez dit, la possession de balle largement en faveur du Stade Rennais. Il y a eu que 28% de possession de balle pour le FC Nantes de Raymond Domenech. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que c'est dans les duels qu'ils auraient répondu présent, les Nantais. 53% de duels gagnés face au Stade Rennais. Et c'est vrai qu'il y a eu des chiffres positifs, mais aussi des chiffres négatifs du côté de Nantes. Oui, alors si on suit, c'était le premier match de Raymond Domenech, si on suit un petit peu ce qui se passe au FC Nantes depuis plusieurs rencontres. Alors c'est la fin de série de 8 matchs sans encaisser de but pour cette équipe du FC Nantes. Ça faisait 8 matchs, ils encaissaient tout le temps au moins un but, les Nantais. En revanche, c'est 16 points après 18 journées, c'est le pire total depuis 2006-2007, saison où ils avaient terminé dernier du championnat. Et puis 0 victoire sur les 6 derniers matchs à domicile, c'est la plus longue série depuis 2008-2009. Ça, ce sont pour les chiffres qui sont pas très bons. Alors c'est vrai que c'est plutôt un bon point pris hier face à Rennes, 4e de Ligue 1, mais enfin Nantes est premier non relégable. On s'inquiète justement pour le maintien ou pas du tout, Jérôme? C'est pour ça que j'ai dit politique du résultat hier soir. C'est-à-dire qu'un nul contre Rennes, c'est forcément un bon résultat. Il y a un contexte aussi. Il y a quoi? Il y a 5 entraînements. Il y a un contexte brûlant autour. Il y a un mois de janvier terrible qui arrive, avec encore 5 matchs difficiles. Donc par rapport à tout ça, que Nantes soit relégable ou pas, c'est pas le problème de Raymond. Lui, il arrive pour sauver la patrie. Hier, ce que j'ai vu, c'est effectivement le mot qui me vient à l'esprit, c'est cohérent, contre une bonne équipe de Rennes, qui devrait jouer pas loin du podium en fin de saison, a priori. Par rapport à ce que j'ai vu de Nantes, moi, depuis 4 mois, je trouve que 0-0 contre ce Rennes-là, c'est plutôt une bonne opération. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Et on verra pareil avec Paris tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'un entraîneur qui a coaché 4 fois ses gars? On sait très bien tous qu'on a joué au foot que les matchs de reprise, c'est toujours particulier. Normalement, c'est les matchs de coupe à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Contre une CFA ou un truc ou un machin. Là, tu rentres dans le vif du sujet tout de suite. Donc c'est toujours un peu particulier. Donc c'est pour ça que hier soir, politique du résultat, 0-0 contre Rennes. On attaque bien le mois de janvier qui est terrible pour Nantes. Donc tout bon pour hier soir, oui. Alors c'est vrai que Nantes a été extrêmement médiatisée pour le coup. La semaine dernière, on n'en a jamais autant parlé sur ce plateau. Est-ce que vous pensez qu'après justement cette médiatisation, après ce 0-0 hier face à Rennes, et on peut penser que ça va jouer quand même un petit peu défensif, est-ce que vous pensez que Nantes va retomber un petit peu dans l'anonymat dans les jours qui viennent finalement, Pierre? Non, justement, parce qu'on va attendre le prochain match, parce que Rennes, c'est quand même un match particulier. Il y a un déséquilibre quand même entre deux équipes, donc c'est plutôt un bon résultat pour Nantes, et c'est quand même une contre-performance pour Rennes, parce que même dans le jeu, ils font pas un grand match. Les Rennais hier, ils tombent un peu dans le piège de Nantes hier. C'est-à-dire que voilà, il y avait des portes de sortie, ils les ont pas prises. Bon, c'est leur truc. Ce qu'on va attendre, c'est de voir si Nantes va jouer comme ça contre des concurrents directs. C'est-à-dire que jouer comme ça contre les équipes qui sont à ton niveau de classement, ça va pas t'aider à grand-chose. C'est-à-dire qu'offensivement, hier, Nantes, c'était quand même assez faible. On a vu défensivement, effectivement, c'était solide, etc. Et tout le monde a le même ressenti là-dessus. Mais on a vu que c'était un peu limité quand il fallait attaquer, quand il fallait créer. On a vu que ça consistait beaucoup à balancer sur Koulibaly devant et attendre quelque chose, quoi. Donc je pense que contre les grosses équipes, ça va, parce qu'effectivement, tu n'attends pas à les prendre 3 points, etc. Donc tu vas défendre. Mais contre les concurrents directs ou les équipes qui vont jouer la 10, 15e place, on va peut-être essayer d'attaquer un peu plus et voir ce que Nantes a comme autres armes pour jouer. Et donc là, il y a un mercato, peut-être, je ne sais pas si
Kita pourra mettre un peu de Ah, mais moyens on sur va la en table. parler tout à l'heure. Mais avec je pense qu'il va falloir un peu Raphaël. mettre un peu de moyens dans la créativité et la création des choses. Mais défensivement, il y avait des bonnes choses quand même. On a vu un bon palois, on a vu une du bon marquage, etc. Donc c'est pas mal. Alors en tout cas, on a posé la question à Raymond Domenech hier. Est-ce qu'il était heureux justement de coacher à nouveau et d'être à nouveau sur un banc? Écoutez sa réponse. Le fait d'être responsable de ce que je voyais et de ce que j'allais dire. Avant, je regardais les autres jouer et puis j'expliquais ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils auraient dû faire. Et là, c'est moi qui étais le responsable. Et c'est le jugement de ma propre mise en place qui me manquait, de me dire, c'est facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais quand on y est soi-même et qu'il faut l'expliquer, le vivre et le faire passer aux joueurs, c'est ça qui me manquait, c'est d'être responsable de mes actes. Voilà, Raymond Domenech, donc heureux d'avoir de nouveau coaché le prochain match face à Nantes. Et bien, ce sera face à Montpellier samedi. Sur les réseaux sociaux, Thibaut, c'est vrai que c'était pas très tendre ces derniers jours. Et là, c'était comment hier? Je pensais que ça allait être pire encore. Je pensais que Non, ça pouvait difficilement être... Non, mais non. Je trouve justement que beaucoup sont assez cléments, assez gentils, que finalement même, à force d'avoir entendu des méchancetés sur les réseaux, certains se disent même mais arrêtez, ça va trop loin. Et du coup, sur les réseaux, d'ailleurs cet après-midi, quand on a posé la question du résultat d'hier soir, on nous dit première réussie pour Domenech, car il n'a pas perdu contre Rennes, supposé bien supérieur au FC Nantes. Autre message, première réussie, là aussi, avec un peu plus de chance. Nantes pouvait même marquer en première mi-temps. Ils n'ont pas pris de but, et ça rassure les supporters. Bon, Domenech a fait sa spéciale, le bus, et ça a marché cette fois-ci. Voilà, un classique sur les réseaux sociaux, forcément, ça, ce sera à jamais. La conférence de presse, quand on suit la conférence de presse et les réactions de Raymond Domenech sur le compte Twitter du FC Nantes, on s'attend là aussi peut-être à quelques noms d'oiseaux. Eh bien non, en fait, qui est le premier visé à chaque fois? C'est Kita. En fait, il y a vraiment pire au FC Nantes, c'est Valdemar Kita, et c'est lui qui fait pare-feu pour Raymond Domenech, très clairement sur les réseaux sociaux. Quand on voit les messages, voilà, Kita out, Pro out aussi, Pascal Pro qui prend en même temps, boum, voilà. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas les seconds comptes d'Estelle Non, pas du tout. Mais tout ça pour vous dire qu'en plus, Estelle, le côté positif, il est là, c'est que Raymond Domenech n'a plus perdu un match de Ligue 1 depuis le 2 juin 93. Mais oui, écoutez, c'est vrai. Et que c'est la plus belle série actuelle. mais bien sûr. Mais écoute, c'est assez incroyable. Et c'est bien de le Et souligner. après, oui, il Thibaut. existe quelques erreurs, mais c'est des choses assez faciles. Et voilà, et finalement, le pire, c'était finalement ce petit message. Allez, la tactique de Nantes actuellement, c'est le bus qui s'affiche du FC Nantes. Mais non, en général, c'était plutôt correct. D'accord. Allez, dans un instant, on continue à parler de la Ligue 1 avec une autre première, c'est celle de Mauricio Pochettino qui a fait match nul avec le PSG face à Saint-Etienne. Est-ce que c'est anecdotique ce résultat ou plus problématique? On parlera de Lyon, seul leader de la Ligue 1. Est-ce que Lyon devient favori pour le titre? Il y aura le baromètre, évidemment, les tops et les flops de la 18e journée. Et le mercato, attention, ça bouge beaucoup. À tout de suite. Oui, retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle avec toute la bande, évidemment. On débriefe cette 18e journée de Ligue 1 qui a eu lieu hier. On parlera de la première de Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, dans un instant. Mais avant cela, le meilleur du sport de ces dernières 24 heures, c'est le zapping préparé par Sacha de Persin. Oh, I don't believe it. It's been a weird half for James Harden, has it not? Really has. See, they're doubling it. No! To the rim with authority! Pour les Lyonnais. Crottin. Toussaint. Bien agressif aussi, Montpellierin, même si... C'est Bataille. Oh, le plaquage cassé, le retour intérieur pour l'essai de Patrick Somella. Oh, dans une défense montpelliéraine en difficulté sur ce lancement. Lyonnais insiste avec Paqueta. Quel numéro? Oh là, il neige à bord de la fabrique. Il neige bien même. C'est la première fois que j'ai ça en mer. C'est quand même assez hallucinant. From Lowry. Deep three on the way from Book. And cash it in.
great net play. The National Guard standing on those same steps when there was a peaceful protest, and now to see a terrorist attack and no National Guard, it just goes to show you where this country is, where this country has been, and probably where it's going to stay. Allez, on revient au football maintenant dans l'équipe d'Estelle. On a parlé de la première de Raymond Domenech il y a un instant et on va maintenant se pencher sur la première du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est bien sûr Mauricio Pochettino. Début compliqué face à Saint-Etienne avec un match nul, un but partout, Raphaël. Oui, c'était dans le chaudron à Geoffroy Guichard. Les débuts de Mauricio Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain. Premier match pour le nouvel entraîneur, l'entraîneur argentin du PSG. La 19e minute, ça commence très mal pour le Paris Saint-Germain puisque c'est Amouma qui va ouvrir le score. Des problèmes défensifs pour le Paris Saint-Germain. Kehrer, Gueye et puis derrière Amouma qui en profite à la 19e minute. Le Paris Saint-Germain va rapidement réagir. On est à la 22e minute avec Marco Verratti et derrière il y a Moïse Kean. D'abord il y avait eu Mbappé à l'origine du but, score final donc un but partout, mais attention, Paris a failli perdre le match, 69e, Bouanga qui va taper la barre transversale, on va en rester à ce score nul de 1 partout et donc match nul pour Mauricio Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain. Et à la fin de la rencontre, évidemment, on a demandé au nouvel entraîneur du PSG s'il pensait avoir réussi ce match. Écoutez sa réponse. Il y a tout de même des choses très positives, même si bien sûr on doit améliorer nos performances et notre façon de jouer. Mais je crois que dans les circonstances actuelles, c'est un point qui n'est peut-être pas suffisant, mais qu'on doit accepter. Alors, on va se poser cette question sur le Paris Saint-Germain. Donc, première ratée, on peut le dire quand même, de Mauricio Pochettino. Est-ce que c'est anecdotique? Montrez-moi vos réponses. Totalement pour Grégory Hacher. Pour lui, oui, mais problème d'effectif au Paris Saint-Germain. Laissons-le défaire sa valise pour Thibaut Vézirian. Oui, Raphaël Sebaoun, oui, Jérôme Alonso. Pour le PSG, non, pour Pochettino. Comme Pierre. Oui, comme Pierre Maturana. C'est embêtant pour vous, pour Pochettino quand même Non, la première hier, non, parce qu'il y a beaucoup de circonstances quand même. Il y a beaucoup de blessés et l'air de rien, Paris, même s'ils se font un peu dominer par moments par Saint-Etienne, je pense qu'avec leur équipe type, ils gagnent ce match quasiment facilement, je pense. Il y a des bonnes choses, comme il a dit Pochettino, Verratti en 10, je crois qu'on a tous aimé, Navas on connaît, etc. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un problème d'effectif à Paris, parce que l'air de rien, une fois que tu enlèves Neymar dans cette équipe, ça pêche un peu devant, quoi. C'est quand même moins bon, il y a moins de créativité, il y a moins de danger. C'est une équipe pas lambda parce que ça reste le PSG, mais c'est une équipe qui est moins dangereuse, qui est aussi dangereuse que, je sais pas. Normalement, Mbappé, Di Maria, mais Keane, il y a des joueurs qui sont pas en dessous. Toutes les équipes rêveraient d'avoir ces trois-là, quand J'ai même. l'impression qu'ils ont quand même tous besoin d'avoir Neymar qui soit là pour amener quelque chose en plus, pour redescendre, faire un peu le jeu, etc., pour faire un peu plus d'efforts dans les derniers mètres que n'en font les autres. Donc je pense qu'il y a une vraie problématique de composition d'effectifs parce que les remplaçants ne sont pas au niveau où on attend. Hier, la défense de Paris, elle est franchement très moyenne, quoi. Dagba, Kehrer, Bakker. Oui, mais vous ne pouvez pas les vendre. Non, mais tu peux pas les vendre, mais tu peux pas espérer faire grand-chose avec ces joueurs-là. Devant Herrera et Gueye, l'air de rien, c'est beaucoup moins fort que Rafinha ou Paredes. Donc voilà, il y a un manque de qualité chez les remplaçants au PSG, du fait aussi qu'ils jouent peut-être pas assez ensemble, etc., mais qui est un peu problématique pour Pochettino s'il n'arrive pas à récupérer une équipe type assez vite. Mais je pense que Pochettino, il faudra le juger sur plusieurs matchs avec son équipe au complet, quoi. Mais là, on 9 blessés, c'est beaucoup. Qu'un match. Oui, donc non mais tu vois, tu vas récupérer Kipembe, Paredes, Rafinha, Bernat un jour ou l'autre, même Florenzi qui n'était pas là. Bon voilà, tu peux pas juger là sur ce match-là, quoi. En tout cas, même si on ne peut pas juger, le PSG est en retard. Hein. Le PSG est deuxième désormais du championnat. Oui, deuxième du championnat et affiche donc 36 points après 18 journées de Ligue 1. Il n'y a qu'en 2012-2013 que c'était arrivé au Paris Saint-Germain. Ils avaient 35 points à même période que cette équipe du PSG a fait moins bien à ce stade depuis l'arrivée de QIC. Voilà, on était toujours à déjà une quarantaine de points pour le Paris Saint-Germain après 18 journées de Ligue 1. Jérôme, est-ce que vous avez été déçu de cette première? Est-ce que vous attendiez mieux? Non, complètement attendu. Ah bon, encore une fois, c'est les matchs de reprise. J'en ai joué assez, j'en ai vu assez pour savoir ce que ça peut être. Mais il y a des équipes qui ont fait des super reprises. Non, mais avec un nouveau coach et 4 entraînements, c'est toujours compliqué. Et un nouveau coach, 4 entraînements, 9 absents.
Donc 4 joueurs qui changent les matchs, globalement, parce que Bernat avait changé le PSG, enfin en tout cas l'arrière-garde. Florenzi, depuis qu'il est arrivé, c'est pas le moins bon. Rafinha, j'adore. Et Neymar, Neymar. Donc déjà rien que ces 4-là, ça change le PSG. Néanmoins, on a bien vu les chantiers de Pochettino, c'est ça qui est bien. C'est que voilà, Et les mêmes il y a 2 semaines avant. C'était les chantiers qui auraient attendu Tourelle s'il était resté 6 mois de plus. C'est-à-dire réathlétiser. Ça ne servira à rien en fait. Réathlétiser le groupe. Non, mais après, le timing du dimanche de Tourelle, c'est pas le sujet du jour. Je pense que c'est discutable, mais c'est pas le sujet du jour. Réathlétisation du groupe, individuellement, Di Maria, il a fait 2 matchs en 4 mois. Ouais. À un moment donné, Di Maria mauvais hier, je tombe pas de ma chaise. Le mec qui marque hier, c'est ton attaquant le plus régulier, Moïse Kean. Fait la meilleure saison au niveau des stats au PSG. Donc finalement, il y a des certitudes qui ressortent. Navas, encore une fois, évidemment. Mbappé, on ne sait plus. Mbappé, on ne sait plus. Il est dans le... On sait qu'il est toujours sur une pente descendante. Là, je crois qu'il est dans le baromètre. Donc il est sur le but, tout à l'heure. Il est sur la bande. On parle d'Mbappé, on ne parle pas de Jean-Kévin Augustin. Hein. Je me rappelle, quand Ancelotti arrive, il gagne 2-1 en Coupe de France contre une CFA. Ouais. Quand Ancelotti arrive, 2-1 contre une CFA. Voilà, les matchs de janvier, c'est toujours pareil. Et là, tu as 4 entraînements, 9 absents contre Saint-Etienne, qui a fait un vrai match. Ouais. Et qui était mieux. Super match. Avant la trêve, Saint-Etienne était mieux. On oublie de parler de Saint-Etienne, donc qui a fait un vrai match hier. Donc pour toutes ces raisons, anecdotique, oui. Mais effectivement, il faudra évidemment voir les progrès effectués par le groupe, par les individus au niveau du travail tactique et technique dans quelques semaines. Là, hier, tu peux perdre le match, hein, à l'arrivée. Hein. Tu vois, c'est joué comme à pas grand-chose. Donc tu peux pas vraiment le gagner, mais tu peux vraiment le perdre. Donc ce 1 partout, écoute, il vaut ce qu'il vaut, mais pour commencer, c'est pas si mal. On va voir les stats justement de la rencontre. Raphaël, est-ce que c'est en faveur du PSG? Oui, c'est en faveur du PSG. Alors, en tout cas, le PSG avait la main mise sur le ballon, 68% de possession de balles, a remporté la majorité des duels. Après, c'est vrai que sur le nombre d'occasions créées, ça a été pareil, que ce soit du côté de la SSE et du Paris Saint-Germain. On se tire seulement 4 cadrés. Il a manqué peut-être un petit peu d'efficacité devant le but du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, il y a de toute façon des progrès à espérer pour Mauricio Pochettino. C'était son premier match. Alors la trouvaille, on va dire, de Mauricio Pochettino, c'était Verratti en 10 hier. Est-ce que ça vous a convaincu, vous, Greg? Je trouve en tout cas c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'on savait qu'il avait du ballon, que dès qu'il rentre dans un match, il est capable de le changer. On l'avait vu en Ligue des Champions sur 10 minutes, c'était pas le même effectif, le même match, le même rythme. Voilà. Mais je ne sais pas s'il va le garder à ce poste-là avec les retours de Neymar ou de Rafinha. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. C'est que, en fait, ce qui va me plaire sur Pochettino, c'est quand tout le monde sera là. Voir ce qu'il va être capable. Si un jour tout le monde est là, parce si un jour tout le monde est là, mais vous avez raison. Là, bon. Mais vous avez raison de mettre le si. Si un jour tout le monde est là, ou en tout cas 80% ou 85%, et qu'il peut faire des choix, je pense qu'il sera amené à faire des évolutions. C'est-à-dire que hier, peut-être que pour lui c'est anecdotique. Moi c'est ce que je pense parce que il subit sa reprise. Il avait 3 jours et ça. Mais par contre, il a vu qu'un garçon comme Thilo Kehrer, que j'ai beaucoup défendu moi en plus sur ce plateau, finalement il a perdu totalement confiance. En plus il est blessé un match sur 3. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Là, en tout cas, tu dois dégager le ballon. Par exemple, à ce niveau-là, j'entendais hier, je regardais pour m'endormir, pour me changer un petit peu du Capitole. Non, mais tu dois être capable de dégager la balle. Et sauf qu'il dégage en plein sur Gay, qui en plus finit dans l'autre sens. Les gars, à un moment donné. Non, mais c'est des Est-ce que c'est nouveau, je veux dire, là, comme ça, à ce niveau-là. Moi, je suis surpris qu'il le fasse avec un nouvel entraîneur, sachant qu'on disait qu'il était chouchou de Tourelle. Ouais, ça me surprend. Bah oui, mais il a perdu papa et voilà ce qu'il y a. Manchester United, il y a 2 ans, c'est lui au bout de minutes qui te tue le match, quand même. Non, mais que tu fasses des erreurs sur un jeune garçon qui vient d'arriver, qui avait 21 ans. Non, mais pour le coup, Jérôme, moi je vais pas. Non, mais pour le coup, un jeune garçon. Il y a 2 ans, quand il est arrivé, ça va, quand il fait l'erreur contre Manchester United, derrière, t'as quand même le Thiago Silva qui le pourrit pendant tout le match aussi. Tu peux faire des erreurs. Donc là, le truc, c'est qu'il passe pas le cap. Et pour répondre à la question, c'est anecdotique pour Pochettino, mais je pense que certains joueurs, il a vu leurs limites et ces gars-là, on n'est pas sûr de les avoir sur le terrain. Alors justement, puisqu'on parle de limites de joueurs, Karine, quand on voit le match hier du Paris Saint-Germain, on sait qu'il reste un mois de mercato. Est-ce qu'il faut recruter? Est-ce que c'est possible pour le Paris Saint-Germain ou au contraire, il y avait des absents, ça va se remettre et tout va rouler? C'est difficile parce que de toute façon, à chaque fois que le PSG recrute, quand on pense que c'est une bonne idée, finalement, le joueur qui est installé, par exemple, je pense à Danilo Pereira, il a quand même une certaine cote en sélection dans son club, il arrive au PSG, il ne sait plus jouer. Quand tu prends des joueurs... Il n'a pas non plus à son poste beaucoup. Non, mais quand tu prends... oui, mais le problème, c'est que Danilo Pereira, il y a un moment, si tu sais jamais mettre tes joueurs en confiance, c'est peut-être aussi un problème de club à la base. Parce que Danilo Pereira, je pense qu'on était
à peu près tous d'accord pour dire que c'était une bonne idée, c'était un vrai 6. Il avait quand même des références où tu te demandais pas. Je veux dire, Paredes, tu pouvais te demander pourquoi tu allais le chercher. Daniel Pereira, tu sais à quoi tu t'attendais, tu sais ce que tu devais avoir sur le terrain. Donc le problème, c'est que quand c'est une bonne idée, ben, ça marche pas. Quand c'est une idée foireuse, ça marche pas non plus. Donc ça sert à rien d'empiler les joueurs qu'après tu pourras jamais sortir parce qu'ils sont payés une tonne. Le PSG, c'est quand ils veulent, quand ils ont une difficulté et qu'ils doivent faire un gros match contre Manchester, ils le font. Mais sinon, tous les problèmes qu'on a vus sur la première partie de saison, on les a vus hier. Et évidemment que Pochettino est responsable de rien là-dedans. Si les joueurs sont pas prêts physiquement, si tu as des joueurs qui sont en vrac, parce que moi quand j'entends Mbappé, il est quand même sur le but. Ouais, bien sûr, non, mais c'est pas ouf. Moi, mais le problème, c'est que c'est des excuses qu'on lui trouve. Je veux dire, quand on a fait les stats de fin d'année avec Mbappé, il a marqué tant de buts, etc. Et tout, mais en fait, on s'en fout des stats parce que non, mais excuse-moi, que Mbappé, il soit bon contre Nîmes, contre des équipes comme ça, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est Kylian Mbappé. Et vu que Neymar est quand même très souvent absent, Kylian Mbappé devrait être la solution et on ne devrait pas se demander constamment est-ce qu'on va gagner un match sans Neymar. Et le problème, c'est que maintenant, à chaque fois que Neymar n'est pas là, tu te poses la question. Alors on parlera d'Mbappé qui sera dans le baromètre. Hein, voilà, je ne veux pas spoiler, mais il est possible qu'il soit en flop et pas en top. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Juste, le Paris Saint-Germain, deuxième de Ligue 1. Lyon est désormais premier avec 3 points de plus. Est-ce que le PSG est à l'abri d'une déconvenue face à Brest samedi? Parce que Brest est plutôt l'une des équipes qui joue le mieux de cette Ligue 1. Quoi. Bah, je pense quand même que Paris est un peu au-dessus. Faut voir, c'est toujours pareil, il faut voir l'effectif, il faut voir ce qui va se passer. Moi, je pense on est sur une équipe qui a quand même un peu d'orgueil et qui peut revenir, qui a fait un mauvais début de saison, notamment en Lens, etc. Et qui après s'en est sorti. Là, c'est un petit couac hier, c'est un match de reprise, mais encore une fois, ce PSG, même qu'on l'a un peu acculé, on l'a vu par exemple contre Lille, on s'est rendu compte qu'il y avait des ressources et qu'il y avait de quoi rebondir. Donc non, moi j'ai pas spécialement peur pour le PSG face à Brest, même si Brest est une équipe surprenante et qui joue bien au foot. Je pense que si Paris récupère 1 ou 2 joueurs, ça devrait passer, quoi. Après, j'ai pas les listes des blessés sous les yeux, mais vous l'aurez demain. Voilà, au dernier moment. Ah, voilà. Raphaël vous la donnera. Juste sur les réseaux sociaux, comment elle a été accueillie cette première de Mauricio Pochettino, Thibaut? Ça a été le match le plus commenté de la soirée déjà, de plusieurs milliers de tweets devant Marseille-Montpellier, à peu près 55 000 tweets pendant les 90 minutes, plus de 120 000 pendant les dernières 24 heures. Affichez plutôt la cote de popularité des joueurs ou de l'entraîneur de la soirée. Regardez qui a marqué les esprits, c'est pas Pochettino qui arrive en bas, c'est bien Kylian Mbappé qui a été le plus ciblé par les commentaires des internautes. À l'arrivée, on nous dit justement que c'est pas le moment de tomber sur Mauricio Pochettino, que Pochettino n'est pas magicien. Dit Abdellah, il récupère un groupe disparate, atteint physiquement. Certains joueurs n'ont plus leur place au PSG. Il va devoir revoir sa feuille de route, s'employer rapidement pour insuffler un nouvel élan, notamment contre Brest. Alors il y a plein de joueurs qui sont visés, je vous l'ai dit, Kylian Mbappé, mais aussi les latéraux qui ne font que déborder pour au final revenir en arrière avec une passe. Dagba et Baker visés hier. Je suis littéralement dépité de ces 2 joueurs, dit l'un. L'autre nous dit que finalement Di Maria, c'est aussi le Di Maria de Carglass en fait, qui était là hier sur le terrain et que c'est plus possible. C'est le seul qui ne déçoit jamais. Ça ne fonctionne plus du tout. C'est le mec de la pub. Oui, lui-même, vous le reconnaissez. Di Maria de Carglass. Mbappé, je vous en parlerai tout à l'heure pendant le baromètre. Le but contre son camp de Kirer qui donne l'avantage au FC Barcelone, on s'y attend. Donc plus personne du côté du PSG, des supporters ne veulent le voir. En effet, certains ont peur de ce cauchemar en Ligue des Champions et titulaire au PSG, mais on fait avec les moyens du bord. Beaucoup donc hier soir ont à nouveau pensé à cet être qui vous manque et tout est dépeuplé. C'est bien Juan Bernat, toujours blessé en phase de rééducation suite au ligament croisé. Donc Pochettino, quand il s'est rendu compte que toute son équipe est épuisée au bout d'une mi-temps, il a dû se dire va falloir bosser, va y avoir du boulot. Mais voilà, le PSG s'est mis au boulot et les supporters ne sont pas encore prêts à lui dire au revoir. On va lui laisser, comme je le disais, donc ouvrir sa valise, se poser 2 jours, faire quelques entraînements. Et face à Brest, certains se disent en plus que Brest est une équipe joueuse et donc que ça conviendra peut-être au Paris Saint-Germain. Il a pris premier degré, Gilles, là, il était colère là. Même nous, on se dit qu'un seul match, c'est peut-être un peu léger pour juger, pour envoyer quelqu'un à l'échafaud. Enfin, 2 déjà, on commencera à y voir plus clair. Allez, il y aura une série au moins. 2, il y a une série. 2, bien sûr, voilà. Mais évidemment. Et à la fin du mois, alors. Dans un instant, on se demandera si Lyon devient favori pour le titre. Lyon leader de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Il y aura bien sûr le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops du week-end. Et puis le mercato, déjà des transferts, Raphaël. Baillez, faites comme si j'étais pas là. Si vous avez baillé, mais vous plaisantez. Alors on peut repasser la séquence, on n'est pas baillé. Allez sur le banc.
Allez. Balancer la pub en retard. La 93e sur le banc là. Non, il est déjà allé une fois. Mais là, je le mets sur le banc parce que comme je lance la pub et que j'en ai pas besoin, sert à rien. Il sert à rien, exactement. Donc d'ailleurs, la pub va arriver et juste après, le mercato, les transferts avec déjà de très gros coups aujourd'hui. À tout de suite. On est heureux de parler Ligue 1 dans l'équipe d'Estelle, et oui, car la Ligue 1 est de retour. Hier, 18e journée, et cet événement, Lyon qui devient seul leader du championnat après sa victoire 3-2 face à Lens. Exactement. Oui, excusez-moi. J'ai cru que vous alliez dire Raphaël, et puis je me suis pas remis du fait que vous m'avez mis sur le banc. Ah oui, tout à c'est l'heure. J'arrive pas à m'en remettre. La victoire 3-2, allez, des Lyonnais, on les voit, les images. Désolé, regardez, avec un très bon, une nouvelle fois, Memphis Depay, on est à la 39e minute, servi par un très bon Lucas Paqueta, superbe action collective conclue par Memphis Depay du côté de l'Olympique Lyonnais, le capitaine, 46e minute, le pauvre Fortes qui va marquer contre son camp, 2-0 puis 3-0, le doublé de Memphis Depay, 52e minute, les Lensois vont tenter de revenir en deuxième période, la 56e Sotoka, 56e et puis derrière la 89e minute Doucouré, mais il n'arrive pas à arracher le match, une victoire de Lyon 3-2. La mine. Ouais, Lyon, donc seul leader désormais du championnat, Lyon qui compte 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Belle soirée pour l'OL. Écoutez Rudy Garcia, l'entraîneur. Voilà, si on m'avait dit que je gagnerais 3-2 ce match-là avant le match, j'aurais signé des deux mains, surtout pour avoir vu mon équipe jouer comme elle a joué pendant 1 heure, avec du mouvement, avec du jeu en une touche. Il y avait 4 absents, mais ça s'est pas vu, donc c'est vraiment une soirée très très positive pour nous. Voilà, Rudy Garcia évidemment très heureux après la victoire de Lyon face à Lens hier. Lyon devient-il favori pour le titre? Lyon leader du championnat? Non, pour Grégory Hacher, promis, je réponds fin janvier. Pas mal fin janvier, Ouais, c'est pas mal. Maintenant oui, pour Thibaut, oui également Raphaël Sebaoun, il est crédible. Jérôme Alonso est... En fait, comme Pierre encore. Vous savez pas quoi? Bah, c'est pas le match de hier qui me dit que oui, c'est fait, Lyon peut être champion de France. Mais on dit favori. Oui, ben c'est pas le match de hier qui me dit que Lyon est favori. Bah donc ils sont pas favoris alors. Et je suis en hésitation parce que je suis quand même surprise de la défaite des Lillois, même si Angers est une très belle équipe. Et dans le même temps, j'ai quand même vu des Lyonnais qui ont tremblé jusqu'au bout et qui finalement gagnent 3-2. Donc c'est pas une évidence. En tout cas, Lyon gagne 3-2 effectivement en tremblant. Enfin, en tout cas, Lyon ne perd plus quoi. Oui, exactement, cette équipe lyonnaise qui continue tout simplement de dérouler. Alors, futur champion, on va regarder un petit peu les temps de passage après 18 journées, mais juste avant, vous montrer ce chiffre, le nombre de matchs sans défaite de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, 10 victoires, 5 nuls. C'est la meilleure série du club dans l'élite depuis avril-décembre 2005. Belle époque pour l'Olympique Lyonnais, qui à l'époque pouvait remporter des titres de champion de France. Exactement. Est-ce que vous êtes impressionné par Lyon, vous, Grégory? Je suis impressionné par l'évolution depuis le début de la saison. J'ai été dur avec eux et je pense que c'était à juste titre. Je ne les voyais pas revenir si fort. Donc je suis plutôt content pour eux. Mais après, je tiens compte du fait qu'ils n'ont qu'un match par semaine. Ça doit jouer. Qu'ils ont gardé Memphis Depay. Et ça, vous allez me dire, tout ça, c'est pas la faute des adversaires. Donc tant mieux s'ils sont premiers. Après, la dernière demi-heure hier, elle était quand même d'une grande fragilité. C'était pas le match le plus enthousiasmant. Je les ai préférés avant la trêve. Mais bon, c'est une reprise. Et favori, ça voudrait dire qu'il serait, dans nos yeux, là, si on faisait les bookmakers, devant le PSG. Et malgré actuellement le PSG tâtonnant, hésitant et pas en forme physiquement, non. Moi, je dis non parce que je pense que le PSG est toujours favori. Je dis plus archi favori, mais favori encore assez nettement de ce championnat de France. Pas encore de champion d'automne, par exemple. Donc c'est encore un peu tôt. Donc, on aura un champion d'hiver demain. Voilà. Enfin, ouais, vous avez raison en plus sur la saison. Mais donc voilà, je ne pense pas qu'ils ont dépassé le PSG en termes de favoris. Si, j'allais un peu plus loin que Pierre, si après la Ligue des Champions, ça se passe moyen du côté du PSG, qu'ils ont toujours 3 points d'avance, là je vous répondrai oui. Raphaël Sebaoun, justement Oui. au niveau des cotes chez les bookmakers, est-ce que le PSG est toujours favori ou est-ce que c'est Lyon? Le PSG est toujours favori, mais on a comparé différentes époques, les cotes de Lyon et de Paris, avant le PSG Lyon, après le PSG Lyon le 14 décembre, et puis aujourd'hui le 7 janvier. À l'époque, avant le PSG OL, la victoire du Paris Saint-Germain ne faisait aucun doute, 1-0-3. Lyon était coté, la victoire de Lyon pour la Ligue 1 était cotée à 18. Après la victoire lyonnaise face au PSG, la victoire finale de Lyon en Ligue 1 était cotée à 9, Paris à 1,15. Et aujourd'hui, on est passé de Lyon de 9 à 7
et Paris de 1,15 à 1,22. Donc ça se resserre doucement. Il y a quand même une petite amélioration, en tout cas un écart qui se resserre de la part des bookmakers, enfin l'avis des bookmakers en tout cas. Jérôme, est-ce que Lyon a quelque chose à envier à Paris? C'est vrai que je pose souvent cette question. Est-ce qu'il y a des joueurs de Lyon qui pourraient être titulaires à Paris? Alors il y a 3 mois, on aurait certainement dit quasiment... Non mais il y aurait eu énormément de noms. Et aujourd'hui, on se dit que oui, bien sûr que oui. Quoi. Évidemment Paqueta. Voilà, parce qu'on pense tous à lui. Pardon. Belle trouvaille. Oui, super. Donc, mais il coche tout. Paris, quoi. On va dire. Ouais. Donc effectivement, il y a quelques joueurs de Lyon qui pourraient jouer dans ce PSG-là et qui feraient même du bien à ce PSG-là. Et puis pour ce qui est du titre de favori, de prétendant, si eux ils sont pas crédibles, alors qui c'est qui est crédible? Ils n'ont qu'un match à jouer, effectivement. Ils ont un effectif cohérent. Ils n'ont pas tant de blessés que ça par rapport aux autres. Ils sont en confiance. Ils ont un peu de réussite. Les buteurs marquent des buts, les défenseurs défendent bien, et le gardien fait des arrêts. Donc, à un moment donné, quand tout se passe comme ça, et quand ton match de reprise, tu le gagnes, ok, ric-rac, à la fin, mais tu le gagnes quand même sans trembler plus que ça. Moi, je m'excuse, mais est-ce qu'il coche les cas? Pardon? Ça tremble un peu quand même. Hein. Quoi, à 3-2? Ils ont 5 minutes. Après, le où ça les fait. principal, mais bon, ils ont gagné. Il y a un an, effectivement, où il y a un an, ça fait 3-3. Mais il gagne. Alors, est-ce qu'il coche les cases pour être dans le sprint final avec Paris et Lille? Oui, 10 fois oui. Donc, pas favori. Oui, mais c'était pour ça. Je te dis crédible. Enfin, favori. Par définition. Alors, posons la question Mais différemment. par définition, favori, il n'y en a pas qu'un. Non, mais bien sûr. Tu vois, voilà. Et ils sont 3. Mais alors, est-ce que c'est par exemple le favori, il y en a un. Ah oui, je suis d'accord. Oui, 4 avec Je ne mets pas Marseille en dehors pour l'instant. Non, mais qui est ton favori numéro 1? Favori, vous avez bien un favori aujourd'hui? Paris. Voilà. Donc non. Non, mais il est crédible. Non mais Paris sur la longueur, mais dans la période, on voit bien que depuis quelques semaines, il y a un trio même. Bon, on met Marseille un peu à côté, mais si on prend Lille, Lyon et Paris, on sent qu'il y a une petite lutte entre les trois. Et aujourd'hui, le favori qui est le plus en forme, c'est Lyon. Voilà, souvent on peut le dire comme ça sur cette période-là. Pourquoi moi je dis mois de janvier? Parce qu'au mois de janvier, il y a beaucoup de matchs. Ils jouent quasiment tous les 3 jours pendant tout le mois, donc il y a énormément de matchs. Là, effectivement, on aura des certitudes et des dynamiques qui vont se mettre en place. Et il y a aussi un mercato. Je veux dire, alors je suis pas sûr. J'espère que Depay va rester. Et j'en sais rien. Moi j'en sais rien. Là, on est. Il a pas l'air parti pour partir. D'accord, mais il reste 20 jours de mercato, donc je sais pas ce qui peut se passer, moi. Alors j'espère pour eux qu'ils vont le garder. Mais si d'aventure il se trouvait qu'ils perdaient un Depay ou un autre joueur, je sais pas qui, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il faut attendre d'être sûr que ce groupe reste entier. Et voir ce qu'ils vont faire sur le mois de janvier. Il y aura beaucoup de matchs. Non, puis Lille, ça reste une super équipe. Ils ont fait une mauvaise perte. Ils ont aussi l'Europa League. Mais d'accord, mais sauf que Lille, avant la trêve, face à Montpellier, ils font un match dingue. Les deux équipes d'ailleurs, ils arrivent à gagner 3-2 à la Mosson. Là hier, ils prennent 2 buts de Thomas très vite et finalement ça fait 2-1. Je veux dire, par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, par rapport à leur effectif, par rapport à ce qu'ils produisent comme jeu, tu peux pas les enlever. C'est l'équipe qui produit le plus de jeux avec Lyon. C'est les 2 plus belles équipes, du haut de tableau. J'adore ce que fait Brest par exemple, mais évidemment ils sont pas. Mais Marseille n'est pas largué non plus. Hein. Comment Brest avait battu Lille. Oui, c'était leur seule défaite avant la défaite de hier. Ouais. Exactement. Mais franchement, Lille, tu peux pas les oublier après hier, surtout qu'être battu par Angers, c'est pas une. Scandaleux quoi. C'est pas un fan scandaleux. Voilà. Après, il y a un truc, Raphaël. Pardon, on disait tout à l'heure que le PSG était plutôt à 40 points à cette période de l'année. Là, s'ils avaient eu 39, 40 points, ils n'étaient pas si loin. Je veux dire, ils font un beau championnat. C'est un nombre de points conséquent pour Lyon. Pour Lyon, c'est bien. Vous vous posez la question, savoir si Lyon est le favori, parce que c'est ça, il y a des favoris, mais est-ce que Lyon est le favori? À l'époque de la grande équipe de l'Olympique Lyonnais, quand ils étaient champions, c'était une équipe qui avait déjà, après 18 journées, 44, 49 points. Là, c'était le favori du championnat. C'est des 49 points, mais 44, c'était des stats que pouvaient avoir les dernières saison après 18 journées, le Paris Saint-Germain par exemple. Donc là pour l'instant quand on regarde ces chiffres, c'est pas le favori après 18 journées de la Ligue 1. Alors par exemple, est-ce que Lyon a un point faible, Grégory? Hier, je pensais vraiment que Toko Ekambi leur manquerait davantage devant, et puis ils ont fait 55 premières minutes où ça passait bien. Défensivement, c'est pas toujours. Je trouve qu'en fait, il y a peut-être un peu de fragilité encore derrière, et c'est bien résumé par les deux. Alors, Rudy Garcia a dit un truc très juste, c'est qu'il y a 2 frappes dans la lucarne et qu'à un moment, vous avez beau bien défendre, faire ce que vous pouvez. Il a quand même parlé d'une mauvaise défense sur le premier but lensois, c'est pas faux. Et voilà, peut-être un peu de jeunesse derrière, mais bon, en même temps, ça vous donne de la vivacité, ça vous donne de la fougue.
Donc oui, il y a un point faible, c'est peut-être l'inexpérience à certains postes. Voilà. Alors juste, c'est vrai qu'on salue tous les prestations de Paqueta match après match. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement, Karine? Le meilleur de... C'est dur, hein, les questions de Elle dit ce actuellement. soir. Ouais, actuellement, ça se... Pas complètement. Ça se joue. Oui. Oui. C'est beau. Après, on prend ce qui s'est passé bien évidemment avant la trêve. Oui, après tu peux mettre un petit Lillois aussi. Un Gay à Marseille, qui est pas mal. Gay, il est bien. Un Gay. Gay est très fort à Marseille en ce moment. Marseille. Ah, le Marseillais, pas le Parisien. j'étais Non, non. sur le Parisien. Ah bah là, on allait sur le banc direct. On parle autant, quoi. Ouais, Là, on allait. j'étais pas sur le bon Gay, il a dit c'est Oui, Non, c'est parce que bizarre, ça m'arrive de suivre les autres équipes de Ligue 1, je sais pas pour vous. Oui, non, mais bien sûr, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Juste, le prochain match, quand même, pour Lyon, ce sera Rennes. Est-ce qu'on peut parler déjà de tout petit? Non, mais un petit. Ah non, si. Mais Si, non, si. Pardon. Vous Dites-le. regardez les classements, on est sur un tournant de la saison. après. Merci. Non, mais bien sûr Bien que sûr si. Bah, si, quand même, Pierre. Hier. Non, pas hier. Non, À Rennes. samedi. le prochain match. Rennes. Ouais. Rennes. Il y a Lyon qui joue contre Rennes. Rennes est 4e du championnat. Non, c'est trop Le tôt. premier contre le 4e. Allez, dis oui, toi. Dis Non, mais oui. avec Bah, vous, non, mais on c'est- regarde la Ligue 1 en mai, quoi. Enfin, Non, mais On fait un débat, Là, on t'as fait un 6 débat, matchs, mais- quand même, t'as 6 matchs qui arrivent Oui, globalement. bah oui, mais il y a en janvier, Lyon-Rennes. c'est important. il y a Rennes-Lyon. Non, c'est trop tôt. Trop tôt, je pense que tu peux attendre encore un peu. Évidemment que c'est trop tôt. Attends, Janvier, non, mais- février sont 2 mois charnières. André Oh, bah alors, Villas-Boas l'a dit hier. Les charnières. Est-ce qu'on est obligé Il de faut le chercher, croire mais c'est lui qui a Mais dit. il a raison. Bien sûr. Mais il a complètement raison. Mais il a complètement raison. Enfin, il faut bien qu'on trouve des tournants de la saison. Enfin, excusez-moi. Moi, j'ai un Mais tournant vous, de c'est la pas des saison par tournants, c'est journée. des routes montagneuses. Non, mais Vous prenez, vous par exemple, typiquement. un des tournants de la saison. Marseille, c'est un tournant hier. Marseille, c'est un tournant. Ah, voilà. Les matchs en retard de Marseille vont compter aussi. Ah oui. Un des tournants, comme l'a dit Greg, ça va être la Ligue des Champions du PSG. Comment Paris va la gérer, etc. Ça va être important aussi pour les concurrents. Donc ça va être des tournants. Le Lyon-Rennes, s'il arrive un peu plus tard, je te dis oui, là, il arrive. Il est tournant un poil pour Rennes, trop tôt. si tu veux. Il est tournant Ah, pour voilà, Rennes. ouais, d'accord. aussi. Pour la 4e place. Il est tournant aussi pour Lyon. Il est un poil tournant Non. pour Lyon et très tournant pour Rennes. Si, si, Voilà. Mais non, vous mais verrez. Lyon, ils ont encore des jokers. Tu vois, Lyon, ils peuvent perdre le match Arrête, tu contre vas être Rennes, sur c'est le pas banc, tu scandaleux. veux faire quoi? Si Lyon perd contre Rennes, on va pas dire Lyon n'est plus favori pour le titre. Eh ben, je me demande. Bah, je sais bien qu'est-ce qu'il peut-être on te demandera. Et pas à l'abri- Je et sais pas à bien. l'abri d'une Pas à l'abri d'avoir une de ces questions. Si on est un peu A-t-on vu Lyon entre trop eux, beau Il faut voir. il faut Lyon, voir. la déception de janvier. Voilà. Exactement. Voilà. Lyon, le a-t-il ventre tout mou. perdu hier Cet Mais échec bien sûr, était-il prévisible? Évidemment. Voilà, donc, Juste, Thibaut Mézirian, sur les réseaux sociaux, voilà, est-ce qu'on est à fond derrière Lyon? Et est-ce que, par exemple, Rudy Garcia, l'entraîneur de Lyon, qui a quand même bien pris, Ouais. quand même très cher, est-ce que là, il y a une petite accalmie du côté des supporters où on trouve encore Rudy Garcia en clou? Non, franchement, ça y est, depuis 2 mois, là. Allez, 1 mois et demi, ça va mieux. Rudy Garcia n'est plus Ça aussi, trop c'est un dépeint en tant que clown sur les réseaux sociaux, notamment grâce à l'avènement Paqueta, qui est en effet l'homme du match d'hier, grâce aux belles prestations collectives. Grâce à cet homme aussi, Memphis Depay, 10 millions d'abonnés, plus de 10 millions sur Instagram, qui, là, il y a quelques minutes, nous fait part de sa nouvelle collection de vêtements. Memphis Depay, qui est vraiment la star du club. Memphis Depay, qui a posté une autre photo aujourd'hui suite à la victoire. Le capitaine Avec des emblématique, girafes. le leader. Pardon. Il a posté une photo avec une girafe, il donne à manger une girafe. Incroyable. C'était il y a 3 jours. C'est mon rêve. Tout à fait. Alors, on va la Vous avez retrouver, quand même des voilà, rêves on un va peu la bizarres, retrouver. quoi. Pour vous, Enfin, Karine, nous deux. on va la retrouver. En effet, la photo des vacances de Memphis Depay avec une C'est une girafe. girafe en captivité. Et elle est formidable. C'est ça que vous rêvez de faire, Karine? C'est une vidéo C'est remarquable. exceptionnel, j'adore les girafes, c'est du Mais allez au zoo, beauté. enfin, je veux dire, Elle m'a flingué mes transitions là. Mais bon, on va Mais je trouve que c'est sa plus belle vidéo qu'il a postée. Exactement. il va être content Un de amoureux savoir. des animaux, c'est beau. Eh Il ben, fait des regardez, clips à quand je sais même. pas combien. Il s'embête à aller faire des trucs, des bagnoles et tout. Elle est là. Non, c'est quand même extraordinaire. Puis Bon, 2 bien millions sûr. 300 000 vues quand même. Oui, quand en même. effet, pour montrer une girafe. Et Karine en a vu beaucoup. C'est Ah, beaucoup remarquable. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un leader qui s'appelle Memphis Depay. Sur les réseaux, du coup, on ne veut pas s'enflammer, mais quand même concernant l'Olympique Lyonnais, on nous dit avec un match par semaine, si Depay reste au club, oui, on peut vraiment se dire qu'on est favori. Mais beaucoup de gens nous rappellent à l'ordre. Le PSG reste le PSG, restera le PSG. Lyon, un outsider. Le favori, c'est Paris. Ils vont se réveiller, finir avec 10 points d'avance. C'est un bon concurrent, Lyon, surtout au vu de l'effectif et du coach, nous dit-on, allez comprendre. Et puis Lyon qui a retrouvé donc l'entraînement ce matin, reprise, puisque Estelle, vous avez raison, c'est le tournant, samedi, déplacement à Rennes, opposition sur petit but, et la bonne nouvelle, marquée par le retour de Karl Toko et Cambi, donc dans l'effectif. On a fait un sondage, alors favori, pas favori, l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça corrobore ce que je vous dis? J'espère un petit peu quand même. Le résultat du sondage,
on va voir, il y a eu plus de 1700 votants. Et donc, Lyon devient-il favori? 66% non. Le PSG reste devant, mais de plus en plus. Mais ça monte, ça monte. Ça monte. Ça se voit là. Allez, dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops de la journée d'hier. Et puis il y aura le mercato avec Mamadou Sakho, tiens, qui est combatté par un club de Ligue 1. Tout de suite. Oui, de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle, on est ensemble jusqu'à 19h45 en direct. On parle de foot. Évidemment, dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops de la 18e journée de championnat. Mais avant cela, toutes les infos foot du jour, c'est le foutoir. Et Raphaël, on va commencer avec l'annonce du jour. Oui, du parquet de Versailles qui a annoncé que Karim Benzema est renvoyé en correctionnel dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. Ça remonte à 2015 pour tentative de chantage. On vous rappelle que l'international français est soupçonné d'avoir incité le milieu de terrain de l'Olympiakos et ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène. 4 autres hommes sont également renvoyés dans ce dossier pour tentative de chantage et l'un d'entre eux pour abus de confiance également. Et Thibaut, Karim Benzema qui vient de réagir. Oui, il y a 2 heures exactement, Karim Benzema, via son compte Instagram et ses millions d'abonnés, en story, il a publié celle-ci, donc il a repris l'article de l'équipe pour dire « Bon alors, c'est pour quand la mascarade ?» avec, vous voyez, alors je ne peux pas vous montrer plus que ça, mais avec des petits smileys, des émoticônes. Voilà, il n'est pas trop d'accord avec ce renvoi devant le tribunal correctionnel. Karim Benzema, tout ça autour de photos d'entraînement où tout a l'air d'aller bien. Non mais c'est fou comme ça fait 5 ans. Et on a l'impression que ça ne se terminera jamais, quoi, cette histoire. Bah, fatalement, ça va être long. Hein. Les épisodes judiciaires comme ça dure longtemps. Et Oui, des enfin, il y a recours, des des épisodes qui appels. durent moins longtemps. Enfin, il y a des épisodes judiciaires qui durent moins longtemps. Bah, oui. D'abord, enfin, quand même. Ouais, non, mais il y a beaucoup de recours, d'appels, etc. Je pense que les. Mais là, on n'est pas non plus sur un meurtre, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens à entendre, que les versions sont dures à confronter. Enfin, je sais pas. J'imagine qu'il y a beaucoup de difficultés dans une affaire comme ça. C'est parole contre parole. Enfin, c'est pas si simple, quoi. Benzema qui n'est pas prêt de revenir en équipe de France. Enfin, si c'est à cause de ça qu'il n'est plus sélectionné, évidemment. Ce qui est bien, c'est que ce débat, vous pourrez le faire jusqu'en 2022, 2023, etc. Ah, mais même plus tard. Lui dire merci. Je compte rester jusqu'au moment 2003. Non, mais lui, peut-être qu'il va prendre sa retraite. Je ne crois pas. Non. La colère du jour. Les supporters de l'Olympique de Marseille qui réclament la démission de Jacques-Henri Hérault avant le match. C'était avant le match contre Montpellier. Karine Galli était présente, tout comme Nicolas Chebriand. Une centaine de supporters ont brandi des fumigènes et scandé des chants pour réclamer la démission donc, du président du club. En décembre, on vous rappelle que Jacques-Henri Hérault avait déclaré dans un podcast qui se voulait confidentiel avec des entrepreneurs et où il déclarait: quand je suis arrivé à l'OM, j'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. C'est un danger, un risque, c'est ce qu'il avait déclaré. Ces propos ont énormément agacé les fans de l'OM. Karine, vous étiez sur place, donc hier du côté du stade Vélodrome. Est-ce que Jacques-Henri Hérault va pouvoir tenir longtemps, en fait? Ah oui, je pense que ça change pas grand-chose en vrai, parce que de toute façon, même si là il y avait une manifestation qui était ciblée contre Jacques-Henri Hérault, à l'époque où il n'y avait pas le Covid et qu'il y avait des supporters, très souvent les supporters ont demandé la démission de Jacques-Henri Hérault, de Rudy Garcia, c'était le même package à l'époque. Et Jacques-Henri Hérault, il a quand même un bilan qui est très critiquable, mais Franck McCourt, le décideur et le propriétaire, lui maintient sa confiance. Donc évidemment que ça ne doit pas être très agréable quand tu es Jacques-Henri Hérault de découvrir ça. Mais c'est toute somme logique. Enfin, il y a un problème de stratégie au sein de l'Olympique de Marseille et c'est lui qui en est le garant. Et il y a un homme qui s'en prend aux employés de son club, à l'Olympique de Marseille, et qui s'en prend aux Marseillais. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ce qui s'est passé hier, c'est quand même assez attendu. Et à lui de ne pas filer non plus sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe, parce que ceux qui n'ont pas pu venir à la manifestation d'avant-match hier étaient sur les réseaux avec ce type de message. Si quelqu'un du PSG pourrait venir récupérer un supporter de leur club à Marseille, il est un peu trop souvent chez nous. D'autres qui ont mis, vous savez, sa déclaration sur les supporters un peu trop présents au sein du club en tant que salariés. Les premières images des employés de l'OM embauchés par Hérault après la victoire de l'OM hier soir, donc ils sont déçus de la victoire de leur club. Voilà, ça a chambré encore sur les réseaux grandement. Le troisième but marqué par un vrai Marseillais et avec le hashtag Hérault démission, c'est le petit Valère Germain, bien sûr, le troisième but. Bah oui, tu crois pas que Bruno Germain, il avait loué un enfant là quand même. Je vois pas de là-bas, c'est tellement, c'est tellement petit mignon. Valère, donc voilà, vraiment et je sais pourquoi j'ai toujours aimé Valère Germain, voilà.
Vous savez que tous les gens ont été enfants, hein, Karine. Oui, mais je l'avais jamais vu cette vidéo. Elle aime bien les petits enfants blonds. Non, mais j'adore l'histoire, madame, la transmission. Bruno Germain, joueur de l'OM, qui a son fils joueur de l'OM, ça me plaît. Il est trop mignon, on dirait une petite pomme, trop chou. Mais j'avais jamais vu cette vidéo. Et Karine, sachez qu'il y aura un peu une spéciale Karine Galli dans la petite lucarne. Karine Galli qui a participé donc bien sûr aux Reines du shopping cette semaine. Donc voilà, on verra un petit florilège des réactions. Je vous encourage tous à aller aider la pomme, STB, c'est l'association qui lutte contre la sclérose tubéreuse de Bourneville. D'accord. Au lieu de vous moquer de moi et de me chambrer, bien sûr. allez. Là, vous avez mis évidemment un petit froid. Le tirage du jour. Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France, mais qui concerne le tableau des professionnels, des clubs professionnels, Ligue 1, Ligue 2. On n'a pas encore le tirage pour les clubs amateurs. Alors ça se disputera le 9, le 10 et le 11 février. Quelques affiches à vous proposer. Dijon, Lille, Angers, Rennes. L'OL sera opposé soit à Châteauroux, soit à Ajaccio. Il y aura Nîmes, Nice, Strasbourg, Montpellier. L'Olympique de Marseille jouera soit face à Troyes, soit face à Auxerre. Le Paris Saint-Germain, soit face à Guingamp, soit face à Caen. Et puis Nantes, Lens. Voilà, je vous redonne les dates 9, 10 et 11 février pour ce tour, ce 32e de finale de Coupe de France. Mais est-ce que cette Coupe de France ne va pas se transformer en une Coupe de la Ligue? Parce que là, vu ce qui se passe en France, on a du mal à croire que les amateurs vont pouvoir rejouer au football quand même. Non, ça paraît complètement inenvisageable. Je veux dire, tout est en train de se mettre en place pour que ça ne reprenne pas le sport amateur. Donc ils ne vont pas faire des dérogations. Parce que si on autorise des amateurs du foot à s'entraîner et à jouer... Ah bah voilà, c'est parfait. Jean Castex, qui parlait en direct à la télévision sur le sport. Il ne relâche pas les restrictions, interdiction de la pratique de sport à l'intérieur pour les adultes, la fermeture des salles de sport, les remontées mécaniques jusqu'au mois de janvier. Et sachez... Il n'y a pas d'extérieur là, il parle que de l'intérieur. Et il n'a pas évoqué le retour du public dans les stades qui était un temps envisagé le 15 décembre dernier avant d'être repoussé. Donc les restrictions que l'on connaissait jusqu'à présent restent les mêmes. Mais ça, on s'y attendait. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe pour le sport en extérieur? On va regarder tout ça, mais pour l'instant, on reste... c'est du le foot ne se joue pas en intérieur. Mais le sport amateur ne reprend pas. C'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire que si on autorisait les footballeurs amateurs à reprendre pour la Coupe de France, les basketteurs, les handballeurs, les volleyeurs, ils vont vous dire... Mais ils se jouent en salle, c'est pareil. Non, mais tu joues en salle avec personne dans la salle. Parce que, enfin, j'entends ce que tu dis. Mais dans le clos. Je te dis la fronde qu'il y aurait si vous autorisez les amateurs de foot. Oui, mais parce que c'est malheureux, mais c'est extérieur. C'est comme les gens qui peuvent faire un jogging. On peut faire un jogging, mais tu peux pas aller faire du sport en salle et tu fais quand même du sport. Donc c'est pas opposer les sports. C'est l'extérieur-intérieur. C'est juste un problème d'équité. C'est qu'effectivement, même si tu donnes une dérogation, ils n'ont pas joué pendant très longtemps. À un moment donné, ils pourront jamais affronter une équipe plus forte. Donc en fait, ça n'a pas de sens cette Coupe de France. Vous avez dit prononcer le mot magique de Coupe de la Ligue. Elle est incroyable cette Coupe de la Ligue. Au moment où elle s'en va. C'est Frédéric Thirier, c'est un coup de Frédéric Thirier. Juste précision, il y aura un nouveau point de fait, notamment pour le sport et pour d'autres choses, à partir du 20 janvier, c'est ce qu'a précisé le Premier ministre. Mais bon, 20 janvier, ça nous arrange pas. Oui, mais par exemple, le tour que je vous ai montré, les 32e de finale de Coupe de France, c'est début février. Donc peut-être que les choses pourraient s'accélérer à partir du 20 janvier. Alors non, mais j'entends Raph. Bien sûr. Mais tout le monde nous oppose ça. Mais il y a quand même un tableau pro et un tableau amateur. Comment vous le faites jouer les 3 tours amateurs qui manquent? C'est impossible. C'est impossible. À l'époque, tu savais pas. Enfin, je rappelle que ça a été décidé. C'était décidé quand tu visais les 5000, tu n'y arrives pas, tu es à 15, tu vas monter à 20, bon bah terminé. On a eu le débat juste avant les fêtes. On disait déjà, mais arrêtez de rêver. Ok, elle est belle la Coupe de France. Ok, on l'adore, on aime tous le symbole machin, mais c'est pas juste pas possible. Voilà, tu peux pas faire un tableau amateur, un tableau pro, parce que les amateurs ne pourront pas faire 3 tours en 3 semaines. C'est juste impossible. Mais alors juste, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève la Coupe de France ou on en fait une Coupe de la Ligue? En un mois, tu peux faire 3 matchs. Pour les amateurs, c'est pas un mois, c'est 20 janvier, mais ils ne seront pas entraînés. D'accord. La décision, et on sait même pas. La décision, elle est 20 janvier. Mais eux, s'ils se disent, on fait un calendrier pour avoir, je crois que les matchs pro amateurs devraient avoir lieu en mars, c'est ça? Oui, exactement. Donc ils pourraient se dire, en un mois, on fait les premiers tours. Précédent. C'est ça le truc. Non, mais je dis pas que c'est idéal, mais je crois dans leur tête, c'est ça. On peut faire une mascarade. Mais dans leur tête, c'est un peu ça, je pense. Ah, mais une mascarade, tu peux la faire. Il n'y a aucun problème. Mais un truc sérieux, tu peux pas le faire. Ah non, sérieux, voilà. On est d'accord. Après, ça partait. Enfin, je vais prendre 2 secondes la défense, me faire avocat diable. Ça partait d'un bon sentiment. Bien sûr. Vu tout ça. Donc bon, voilà. Mais après, les décisions. Tu sais, à mon avis, n'hésiteront pas à trancher très vite si jamais ça partait en vrille. Non, mais ce qui est sûr, c'est que si ça se transforme en Coupe de France pro, c'est-à-dire que pour les pros, c'est parce qu'il y a des enjeux un peu d'argent derrière. C'est-à-dire que la fédération a besoin d'argent et qu'il y a 30 ou 40 millions de partenariats à assurer pour la fédé. Donc même quitte à mettre les amateurs de côté parce que voilà, etc. Et même si ça leur fera pas plaisir. Mais évidemment que s'ils peuvent faire une Coupe de France pro, mais on parle d'autre chose. La décision du jour de la commission des compétitions de la Ligue du football professionnel en application du protocole d'organisation des matchs concernant le Covid-19 a décidé de donner match perdu 3-0 au Chamois-Niortais après l'examen
la déprogrammation de la rencontre. C'était face à Valenciennes le 22 décembre. Le match avait été déprogrammé pour cause de Covid-19. Niort n'avait pas été en mesure de fournir les attestations de suivi médical de sa délégation sportive. 3 joueurs avaient été en effet testés positifs au Covid-19 et au moins 9 autres, ainsi que 3 membres du staff qui présentaient des symptômes. C'est une première, voilà, un match en Ligue 1 ou en Ligue 2 qui est bien perdu sur tapis vert 3-0. C'est dur quand même. Oui. Ah bah oui, c'est dur. Je comprends que ça vous pas. Non mais alors, ok. Alors décidément, j'ai toujours le mauvais rôle. Là, je vais le prendre. Mais je veux bien. Mais ça s'appelle un règlement. C'est terrible. Mais c'est comme. Vous pensez qu'ils ont pu frauder? Ils ont Covid alors qu'ils l'ont pas pour annuler le match. Non, je dis pas ça. Je dis pas qu'ils ont pu frauder. Je me permettrai pas parce que j'ai aucun élément qui me fait dire ça. J'ai juste qu'à partir du moment où vous demandez des éléments, que vous avez des choses qui mettent la santé publique en jeu, si vous n'êtes pas capable de montrer que vous êtes apte à entrer dans le règlement et pas mettre les autres en danger, vous pouvez pas jouer en fait. C'est comme quelqu'un qui ne se fait pas choper parce qu'il a été dopé mais qui se présente pas à une agence antidopage. Oui, la comparaison, elle est très brutale. Mais à un moment, sinon, qu'est-ce que vous faites? Si tout le monde, si là ils sanctionnent pas là, mais tout part donc vous a plus de règles. Non mais c'est toujours pareil. Est-ce que ça arriverait à un club si c'était pas Niort, parce que Niort est un club un peu anonyme de Ligue 2. Est-ce que ça arriverait à la JOCR? Est-ce que ça arriverait à Lens quand ils étaient au Paris Saint-Germain? Ou au PSG en Ligue 1, tu vois. Parce que là, on tape sur les Niortais et ça va pas faire de bruit. Non mais les autres clubs de Ligue 2 l'ont pas fait. Je veux dire, on te demande des attestations. Les employeurs peuvent te demander des attestations. Les avions te demandent des attestations. Tout le monde te demande des attestations tout le temps. Pourquoi là, tu n'amènes pas une attestation? On fait que ça, remplir des attestations depuis un an. Monte ton attestation. On va passer au soulagement du jour. Pour le Barça qui remonte sur le podium de la Liga après sa victoire 3-2 sur la pelouse de Bilbao avec Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann qui était titulaire. C'est Bilbao qui vous ouvre le score par Iñaki Williams à la 14e minute de jeu. Mais l'égalisation, vous l'avez vu, de Pedri sur une passe de De Jong. La 38e minute, Messi qui donne l'avantage. Il y a eu un super duo entre Pedri et Messi durant la rencontre. 3-1 désormais, 62e minute. Griezmann pour Lionel Messi et c'est Mounian qui va réduire le score en fin de rencontre. Le Barça que l'on retrouvera, je vous le rappelle, mercredi à 20h50 sur la chaîne L'Équipe en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Ce sera face à la Real Sociedad. Et je vous le disais donc, Ousmane Dembélé était une nouvelle fois titulaire. Ronald Koeman, après la rencontre, son entraîneur a évoqué la montée en puissance de son attaquant français. Cela faisait beaucoup de temps qu'il n'avait pas joué 2-3 matchs d'affilée. Il va donc devoir apprendre à gérer son temps de jeu, mais footballistiquement, il nous apporte beaucoup. On connaît ses qualités de 1 contre 1, de profondeur, de vitesse, et c'est toujours mieux pour notre équipe. Alors c'est une bonne nouvelle pour le Barça, ce renouveau, mais pas vraiment pour le PSG du coup. On va les prendre juste à point là. Ouais, c'est ça. Tu le sens venir quand même. C'est vrai qu'on le sent venir. Ils arrivent parfaits là. Chaque semaine, c'est de mieux en mieux. Et c'est pas non plus extraordinaire. Il y a quand même beaucoup de. Il y a 2 mois, c'est bien sûr. Non, mais il y a un truc qui change tout, c'est Pedri Messi quoi. Pedri Messi, quand ça s'entend. C'est Dembélé aussi quand même. Oui, bien sûr. Non, mais le vrai truc qui fait monter le Barça en puissance, c'est Pedri Messi. C'est-à-dire que les deux, ils s'entendent, c'est extraordinaire, quoi. Ils se trouvent dans des espaces fous. Pedri, il a une touche technique qui est dingue. Il apporte quelque chose qui manquait un peu à Messi ces derniers temps. Et je pense que ça permet de réveiller un peu Messi. Mais derrière, c'est toujours un peu faible. Attention. Oui. Et puis il reste un mois. Je veux dire, en un mois, tout peut arriver. Oui, tu peux perdre des joueurs encore à Paris. Oui. Au Barça aussi, il y aura peut-être le retour d'Umtiti, sait-on jamais. Oui, mais moi j'y crois. Coman peut être viré, il peut. Non. Mais, ah bah si, c'est possible ça. Ah bah oui. Pas là, pas. Pas de suite, troisième de Liga. Non, mais Pierre vient de dire s'il monte en puissance. Oui, mais s'il décélère. Ah oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. S'il perd 5 matchs de suite, oui, ça va aller. Évidemment. S'il ne monte pas son attestation, on ne va pas jouer au parc non plus. C'est toujours pareil. Tout le monde a remarqué Pedri Messi, mais sur les réseaux sociaux, le compte français du Barça a mis en avant quoi? Regardez, des images comme vous les aimez, Messi et Antoine Griezmann ensemble, qui se congratulent, qui sont amis, qui se sautent dessus, un gros câlin, etc., etc. Bon, et en fait, quand on va carrément sur le site de la Liga, le compte Twitter de la Liga décrivait ce duo en un mot, Griezmann-Messi, avec l'amour à nouveau. Bon, là, si on va un peu plus loin, on voit très complémentaire, et puis on voit nul aussi. Bon, puis derrière, je peux pas vous montrer. Mais voilà, en gros, c'est pas le duo que les gens préfèrent. Ils préfèrent Pedri-Messi pour l'instant. D'accord. La claque du jour. Pour l'Atlético de Madrid, éliminé par une détrône espagnole au 2e tour de la Coupe du Roi. Vous l'avez vécu hier sur la chaîne L'Équipe. Ça n'a pas traîné. 1-0 pour cette équipe de Cornellà
cette banlieue de Barcelone qui marque dès la 7e minute par Adrien Jiménez. La saison dernière, les Colchoneros avaient déjà été éliminés, mais au 3e tour par une équipe de 3e division. Alors il y avait beaucoup d'absents hier, il y avait tout de même Joao Félix ou d'autres sur le terrain, mais c'est une claque reçue pour l'actuel leader de la Liga. Ce soir, 20h50 sur la chaîne L'Équipe. La suite du 2e tour de la Coupe d'Espagne. Valence sera en déplacement sur la pelouse de Yeclano Deportivo. Après, on peut se dire que l'Atlético privilégie évidemment le championnat cette saison puisqu'ils sont en tête. La rumeur du jour. Ouais, mais elle concerne l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, qui a été très abattu après cette inattendue désillusion. Il a laissé planer le doute quant à son avenir en conférence de presse. Et selon l'émission El Chiringuito, El Cholo pourrait devenir prochainement le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Argentine à la place de Lionel Scaloni. Ça fait rêver quand même. Hein. Ah, c'est sexy, ouais. Ouais, c'est pas mal. Il va falloir qu'il galope quand même. Ouais, Là, ça va bouger ça va les quelques-uns. changer un peu, mais... Non, mais franchement, ça va avoir un peu d'allure quand même, attendez. Non Bah oui, c'est mais tout ce que ça vous inspire, moi. Bah non, mais c'est pas ça, c'est que là, mais je ça trouve reste quand une même que ça rumeur. va vite en Espagne. Il y a deux semaines, on disait qu'il va être champion. Oui, ils sont leaders. Et Oui, puis là, mais maintenant, il se fait sortir en Coupe d'Espagne. Oh, il va Oui, mais partir parce en qu'il Argentine. privilégie le championnat. Sans doute. Mais enfin bon, de là se faire sortir par une D3, vous pouvez privilégier ce que vous voulez. Vous avez normalement un effectif. Il avait des absents. Vous avez normalement un effectif qui vous permet de passer une D3. Non, Le stratégie- PSG se fait éliminer comme ça, ils se font tordre. Voilà. Ah bah évidemment, mais Jérôme l'a dit, c'est les matchs de reprise, tout ça, c'est toujours très compliqué. Et synthétique, là. Et synthétique, j'allais le dire. Match Voilà, de c'est quand même. synthétique. Deux blessés avec le synthétique. Ah oui, bah Jiménez oui. et Joao Félix se sont blessés à cause de Synthétique, synthétique. Ah ben voilà. Voilà ce qui arrive, c'est tout. La leçon du jour. Donnée par la Juventus Turin au leader de la Serie A, l'AC Milan, succès 3-1 de la Juve. Regardez le numéro entre Dybala et Chiesa. Chiesa à la finition à la 18e minute. L'égalisation de Calabria sur un service de Leao. Un but partout à ce moment du match, donc à la mi-temps. Et puis arrive ensuite la 62e minute. Federico Chiesa qui s'offre un doublé sur une passe, encore une fois un service de Dybala. Le duo a parfaitement fonctionné. McKennie marque le 3e but de la Juve à la 76e minute sur un service de Kulusevski. Donc petite leçon reçue par le leader, l'AC Milan, face à la Juve. Et la Juve qui est toujours à 7 points du Milan, mais est-ce que vous croyez encore à la Juve championne d'Italie ou pas, Greg? Je pense que c'est... Ouais. Oui, parce que... Ils ont un match en moins aussi. Oui, ils ont un match en moins et parce qu'ils sont plus forts en fait, je pense tout simplement. Moi je vois pas le Milan, depuis le début je vois pas le Milan AC champion tenir sur la distance. Ils font une super saison, ils sont très bien. Mais la Juve, ça fait déjà 2-3 ans qu'on nous dit ah, vous avez vu derrière c'est à la lutte, l'Inter c'était pas loin. Là c'est le Milan, puis bon ils y arrivent et puis ils ont un Ronaldo qui est stratosphérique, qui est en tout cas très à droite devant le but. Enfin, moi je les vois pas chuter cette année encore. Là, le blessé du jour et on est Franck triste. Ribéry, alors il est sorti à la 38e minute du match face à la Lazio. Alors aujourd'hui, après plusieurs tests médicaux, eh bien Franck Ribéry ne souffre d'aucune blessure grave au niveau de son genou. Aucune lésion a été observée lors des examens. Vous avez raison de le dire en plateau. Il se blesse énormément ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais oui, mais il est plus tout jeune. Hein. Il est Enfin, plus tout jeune. on trouve sa carrière extraordinaire, mais Et voilà. c'est la première année où on parle plus de lui dans le foutoir pour ses blessures que pour ses buts ou ses exploits. Mais c'est logique. Et c'est logique. Et voilà, il va falloir qu'il fasse attention, qu'il choisisse peut-être un peu ses matchs. C'est dommage, il y a eu musculaire, là c'est le genou. Ouais. Il passe un peu par toutes les blessures qu'on a à 35 ans, quoi. J'ai connu ça. Et il est en train de toutes les faire. Donc on est triste, mais effectivement, il n'y a rien de très logique là-dedans. Et ouais. On va terminer avec le finaliste du jour. C'est Manchester City qui a battu son rival Manchester United en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Victoire 2-0 des Citizens. John Stones qui ouvre le score à la 50e minute de jeu dans cette partie. Le défenseur central international anglais. Et puis le deuxième but, on va le voir, la joie des Citizens dans ce derby de Manchester. Le deuxième but, Fernandinho derrière qui marque à la 83e minute. Manchester City qui rejoint et Guardiola donc en finale Tottenham de cette Coupe de la Ligue anglaise. Et Mourinho donc. Et José Mourinho. Évidemment. Guardiola versus Ça Mourinho. va être un match de fou, Karine. Ah ben bien sûr, on a hâte. Non mais oui. Est-ce que Tottenham, qui est quand même l'équipe incroyable du début de saison en première, est-ce que Tottenham peut faire un coup face à City? Vous connaissez mon amour pour José Mourinho, Bah, et moi mais donc. quand on voit ce que City a mis à Chelsea, c'était ce week-end d'ailleurs, City n'a pas perdu son football, donc je suis inquiète.
Non, moi je suis très rassurée, vous allez voir. Vous pensez que ça va Mourinho passer va lui faire crème un petit hold-up? Mais bien sûr que oui. Un petit 1-0 des familles, voilà. But de Moussa Sissoko à la 80e et c'est terminé. Mais vous verrez. Vous allez le parier ça Il a marqué ce week-end. Non mais est-ce que vous allez parier ça là, Ah mais je peux parier ça et je peux vous dire je vais me faire beaucoup d'argent. Et vous regretterez de ne pas avoir suivi. 1-0 but de Sissoko, victoire en finale, oui, la cote. Ah bah ça, oui. Mais vous verrez, je dis pas que je vais mettre non plus beaucoup, PEL. mais mettez un bouton. Je mettrai une petite bille. Dans un instant, il y aura le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops de la 18e journée. Mais avant cela, un retour extraordinaire demain. On l'attend évidemment, c'est le retour du biathlon avec la première épreuve de l'année sur les sprints hommes et femmes à Oberhof en Allemagne, prise d'antenne à partir de 10h30 sur la chaîne L'équipe. On va tout de suite retrouver en Allemagne Tanguy Carrois avec Quentin Fillon-Maillet. Le Français est 5e de la Coupe du Monde de biathlon. Oui, veille de course ici à Oberhof, dernier entraînement avant la course, Quentin. On vous a laissé il y a 3 semaines, il y a eu les fêtes, il y a eu des tests Covid, tout est ok pour démarrer, il n'y a pas eu de petits bobos pendant les fêtes? Non, tout va bien, toute l'équipe est négative et tout le monde semble en forme. Après on verra demain, c'est difficile à dire en seulement 2 semaines, est-ce qu'on va être en grande forme ou seulement en bonne forme? Voilà, on verra. On revalide demain, mais bon, pour ma part, l'entraînement s'est bien passé. On a eu de belles conditions à la maison. Et puis, voilà, même si j'ai pas pu voir toutes les personnes que je voulais pendant les trêves, ça fait du bien à la tête pour repartir sur une nouvelle période. Physiquement, c'est vrai que c'est un petit peu l'inconnu, 3 semaines sans courir. On a besoin de cette première course, on a hâte à cette course de demain pour pouvoir se jauger. Ouais, j'ai toujours hâte de courir, encore plus quand on a une coupure. Donc là, j'ai un peu d'appréhension sur ma forme. Elle n'était pas excellente sur la première partie de saison, mais j'espère que je vais réussir à trouver des super sensations. Puis du moins, voilà, si de toute manière, peu importe la forme que j'aurai, il va falloir que je me batte sur la piste pour essayer de faire de belles choses. Merci Quentin, à demain pour la course. Le départ. Voilà, le biathlon demain, 10h30, bien sûr sur la chaîne L'équipe, avec toute l'équipe du biathlon, Messaoud Benterki, Anne-Sophie Bernadi ou encore Alexis Boeuf, et puis bien sûr Tanguy Carrois là-bas à Oberhof en Allemagne. Et puis il y aura, mais Greg, mais quel bonheur, mais oui, la NFL dimanche. Merci pour cet enthousiasme non fin, ma chère Estelle. Ça m'émeut. 18h45, non mais c'est l'arrivée des playoffs. Donc je vous prends 15 secondes pour vous dire qu'on va voir le MVP de la saison dernière, le meilleur joueur de la Ligue l'an dernier, Lamar Jackson, des Ravens de Baltimore, contre les Titans du Tennessee, avec le meilleur coureur de la Ligue, celui qui a le ballon sous le bras et qui va très vite. Derrick Henry, qui a couru plus de 2 milliards sur 2 saisons, affiche vraiment de feu. Dimanche 18h45 et Anthony Maungu, Peter Anderson au commentaire. Je vous retrouverai pour la grande soirée NFL. J'espère qu'on verra des home runs. Non. Mais je vous aime, je sais. Mais en fait, il a fait lever. J'ai plongé. Il a fait lever. Et je vous félicite de connaître le mot home run en tout cas. Je suis hyper fier que vous aimiez la MLB aussi. Alors, il y a Pierre-Antoine Damecourt qui arrive dans un instant. Mais avant ça, je voudrais souligner quand même que Karine Galli a reçu un message extraordinaire à la pub. Elle a dit quand même il y a 10 minutes que son rêve absolu dans la vie était de donner à manger à une girafe. Et quelqu'un vous a écrit, Karine. Béranger, alors je vais pas dire son nom de famille bien évidemment, mais Béranger m'a envoyé un message me disant qu'il travaillait dans le parc animalier et qu'il serait très heureux de pouvoir réaliser mon rêve. Mais non, mais Béranger, je suis très... On est sûr de Béranger parce que... Écoutez, son message est très bien écrit, il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est pas pour ça que vous savez... psychopathe. Il y a des gens très bien, enfin bon... Écoutez, Béranger est très sympa, tu viens de dire, il n'est pas psychopathe, il est ravi en tout cas. Ça se présente très bien et je serais ravie de pouvoir aller rencontrer mes amis les girafes. Si j'étais vous, je n'irais pas seule quand même. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, mais avant cela, et Karine Galli, vous allez en prendre pour votre grade. Dans la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt, c'est parti. Bonsoir à tous, comment ça va Antoine, vous savez que je rêve de cette petite lucarne depuis lundi. C'est vrai? Ah oui. Eh oui. Car qui avons-nous en plateau? Est-ce que c'est Karine Galli, la reine du shopping, ou est-ce que c'est Karine Galli, la journaliste sportive? Répondez-nous, Karine, parce qu'on est perdu. Oh bah là, on est plutôt sur la journaliste sportive. Ouais, je pense, ouais. Là, on a fait ça aujourd'hui. On a mis un petit pull. Ouais. Comme Estelle, d'ailleurs, Estelle, si vous voulez jouer au Twister sur son pull, vous pouvez. C'est une partie de Twister, mais bon, faut éviter. Les amis, dans un instant, le débrief de Karine Galli dans les reines du shopping, il y a du lourd. Mais en attendant, petit tour des terrains et on part tout de suite, regardez, en Norvège pour voir une magnifique demi-volée. Attention, vous allez voir, ça part de très loin et paf! Ah oui. Ouais, c'est tendu. C'est énorme. Ah oui. On aime bien. Même pas dévié. Non, elle est nickel, parfaite. Au Koweït, on est tombé sur le joueur qui n'a pas du tout apprécié de se prendre un petit pont, il rigole pas avec ça. Qu'est-ce qu'il y a?
Pas de petit point, moi, ok? Calme-toi. N'importe quoi. J'adore. Ouais. En Angleterre, on a vu la joueuse qui s'est un peu trop enflammée techniquement. Elle s'est dit, ah, regardez ce que je sais faire pour ramasser le ballon pour la touche. On a aussi découvert une nouvelle façon de tirer les pénaltys et c'est... Oh, wow. Pas mal, hein? Il l'a fait exprès. Bah oui, Estelle, oh. C'est génial. Elle a un peu de mignonnerie avec le papa qui a décidé d'initier sa fille au surf. Eh ouais, à deux sur une planche. Et attention, ouais, hop là, stylé. Oh. Ah ouais, c'est beau. Ils sont bien en Australie. Attention, regardez, Monsieur Poisson, un cousin, il s'est mis au saut à la perche. Alors, premier essai. Non mais attendez, deuxième essai, ça va aller mieux. Regardez, là, ça passe. Oh, bon, allez, troisième essai, on y croit. Jean-Louis Poisse. Eh bah non, ça passe pas. Dans un instant, le déstockage, le top titre, les reines du shopping. Ah, il y a du lourd ce soir, mais hier, il y avait la 18e journée de Ligue 1. On a fait un petit tour des confs et Estelle, rassurez-vous, ça y est, Raymond a reçu son costume parce que oui, regardez, on n'en pouvait plus, Estelle n'en pouvait plus de ce pull à col roulé, ce survêtement. Non, hier, c'était un autre Raymond hier soir qui est arrivé en conf. Ouais. Oh yeah. Et le costard, c'est merci qui? Merci Kita. Alors ça y est, on sait ce que veut Raymond en Ligue 1, il nous l'a clairement annoncé hier. Qu'à chaque match, l'adversaire nous dise oh, qu'est-ce que vous êtes chiant à jouer. Voilà, c'est le but de Raymond. C'est ce qu'on veut arriver à faire. Mais ça aussi, et puis ça y est, première conf d'après-match, et déjà, premier mensonge de Raymond. Ouais. Raymond qui a eu le classement du club. Le club est 15e. Ce que je regarde même pas. Je regarde même pas. 17. Je regarde même pas. Mais évidemment. Alors que Christophe Galtier, lui, a pris des bonnes résolutions en 2021, fini le stop and go. Oh non. Ben non, je rigole. Difficile, c'est un match de reprise comme ça derrière les fêtes. Stop. On repart sur quelque chose. Donc on parle sur l'effectif, voire ah, on change pas l'équipe qui gagne. C'est pas simple. Eh ouais. Ah, on l'adore. Oh. Allez, retour du côté de Nantes. Ah là là, Enya, attends, encore une alerte mytho de Raymond. C'est parti. Ah, il a encore menti, Raymond. Non. Moi, je vis entre la Jonelière on lui a demandé s'il avait vu et les 300 l'hôtel. affiches Et dans là, Nantes. je suis sorti un peu, je suis venu au stade. Donc, je n'ai pas vu. Ah, il n'a pas vu les 300 affiches dans Nantes quand même. C'est un peu gros, Raymond. C'est grand, non? Oui, c'est grand, Nantes, c'est vrai. On commence par notre déstockage. Voilà, parce qu'il y aura le top titre tout à l'heure. Donc, on commence en douceur. Ça y est, Karine a fait la tête, vous avez vu. Le jeu de 2020 Bah oui, on n'a pas pris ceux de 2015, enfin Karine. Ah. Il y a eu quand même assez de jours en 2021. Oui, c'est vrai, il y en a peut-être un qui date de Noël. Mais regardez, c'est parti pour le déstockage. On a eu quoi? On a eu du fekir, pas sur les clous, mais dans les choux. Bon, voilà. Ah, c'est après ton pénalty raté, ça? Ouais, alors il y a, regardez, le loup. Celui-là, on l'a pas validé. Le loup n'a pas le temps de ruminer. Bah non, ça marche pas. Bah non, un loup, ça rumine pas. Sauf si je me trompe. Ah, regardez, quand Santiago Cordero. Ah oui, Hugo Frey. Et voilà, Santiago Cordero, donc ICO, Santiago. Et quand un cheval s'appelle décoloration, évidemment, décoloration annonce la couleur pour le Parisien. Ok, ça va. Bah si, bien, ça marche. on aime bien. On peut faire du cheval de temps en temps, Estelle, il n'y a pas que le foot. Nom de cheval. Coloration, ouais, il y a Jarrette de Boer. Comme Oui, le mais cheval. voilà, mais normalement, Voilà. c'est des noms à particules, des trucs et tout. Ça manque de deux. Ça manque de deux, c'est vrai. Décoloration, Deux décolorations, très bien. Vous êtes prêts pour le top titre? Vous êtes prêts pour le top titre? C'est parti, c'est le top 5 des plus beaux jeux de mots dans la presse sportive, c'est parti. Et on commence avec le numéro 5. Oui, Karine, pendant les vacances de Noël, on a eu un beau. Il fallait mettre le paquetard. J'étais pas en vacances, je présentais l'équipe des. Oh, excusez-nous. Oh là là. Vous en vacances. Numéro C'était le 4. 21 décembre. L'équipe nous offre un pas encore dans la poche. Oui, Alors celui-là, on le aujourd'hui. valide, mais c'est la seule fois de la saison. Ouais, on c'est aime bon. bien. On aime bien, mais voilà. Ça y est, c'est fait, c'est plus à faire. Numéro 3, on a vu un sur internet, alors on l'a validé quand même, un mal cuit à Marseille, c'est sur le feu. Si, c'est bien. Si on aime bien. Avec la photo des cheveux. Numéro 2, quand on s'appelle Seconds, mais qu'on est bon, ça nous donne Seconds, premier de la classe. Ah oui. Ouais, mais c'est facile. Alors il y en a un ex aequo avec, celui-là il est un peu tiré par les chevaux, le Pau FC, donc le Pau FC, le Pau fessé à Ajaccio. Ah oui. Et si le Pau FC, le Pau... Non, ouais. Deux, ça. Ouais, mais le 1, regardez, quand La Rochelle écrase Agen grâce à des 5 essais gersois, ça donne Power en Gers. Excellent, ça. Ouais. Vous sauvez votre top Ouais, 5. Pau fessé, j'avoue qu'en deux, on a un peu, craqué. Voilà.
Mais alors pour finir, on va s'écarter un peu des chemins du sport pour monter sur les podiums de la mode, puisque Karine Galli a participé cette semaine aux Reines du shopping. Est-elle aussi forte en foot, en shopping qu'en foot? Eh bien, on va le voir. Elle était entourée de Séverine Ferrer, Sylvie Tellier, Ariel Dombal en adversaire. Et Lio, vous avez oublié Lio. Et Lio, pardon, oui. Alors évidemment, on n'en a pas raté une miette. On a fait un petit résumé de votre semaine shopping. C'est parti. Alors déjà, Karine sur M6, bah voilà, elle leur a donné les plus belles photos, hein, évidemment. Karine est très belle parce que bon, nous sur la chaîne équipe, c'est pas ça. Hein. Nous, on a plutôt ça. Voilà, Karine, voilà, elle a tout osé. Hein. Elle a envoyé ses meilleures photos, même ce, bah, c'est beau, non, c'est beau, ça a beaucoup. Et c'est superbe. C'est un cadeau de mon meilleur ami. C'est une concurrente très sérieuse. Ouais, elles sont foutues d'elle en plus. Alors Karine et Chloé, sa meilleure cop, ont fait les boutiques. Bonjour. Je suis Karine, Chloé. Et Karine, quand ça lui plaît pas, ça va vite. Hein. Je trouve rien. Là, il n'y a rien. Bon, on change de boutique. Allez, hop, hop. Sympa. Alors Karine, il faut qu'elle son sorte. enjeu à Karine, ça va peut-être être de sortir de ses habitudes de bleu. Pas de problème pour Karine, elle va sortir de ses habitudes de bleu. C'est parti. Ah bah. Et puis Karine, elle a le toc obligatoire hein, devant la glace. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Bah normal. Eh oui. Ah bah oui, évidemment. Oula. Eh, moi aussi, je le fais. Hein. Et puis Karine a quand même varié du bleu avec ce manteau moumoute et le tacle par derrière. Regardez qu'on n'a pas vu venir. Ça fait un peu sac à patate, quoi. Il était bien ce manteau. Et attention, place au défilé. Karine a la pression car juste avant elle, c'était quand même. Non, je l'ai Sylvie Tellier. même pas vu. Voilà. Oh là là. Alors, quel est le style de défilé de Karine? On va être servi, c'est parti. Oh là là. Oh là. Je l'ai même pas vu en plus. Oh merde. Pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, tu sais défiler, toi? Absolument. Ah bah voilà. Très bien. Alors, Karine a obtenu 14,25. C'est une honte. Non, c'est pas mal. Résultat demain soir. Demain soir sur M6, la C'est une M6 pour honte. voir si J'ai Karine. mérité beaucoup plus. Ouais, et Ma vous tenue était top. jouez pour une association d'ailleurs qui vous tient à cœur. La STB, c'est une association qui lutte contre la sclérose tubéreuse de Bourneville et j'embrasse très fort mon ami Thibaut et sa fille Margot. Merci Karine. Et on se quitte avec notre champion qui a réussi à faire un strike sur glace et ça, c'est pas facile. Bien joué. Allez, salut, à lundi. Bye. Merci Pierre-Antoine et merci à Kevin Juvin et à Béric Pierre-Louis qui font la petite lucarne tous les soirs avec Pierre-Antoine. Dans un instant, le mercato, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, Raphaël, mais avant cela, le baromètre de la Ligue 1, les tops et les flops de la 18e journée. Et on commence évidemment avec ce qui nous a plu hier soir. Et ce qui nous a plu, eh bien, ce sont les tops, évidemment, de ce baromètre. Et parmi les tops, il y a Marseille, vainqueur de Montpellier, qui a fait une excellente opération hier, Raphaël. C'est 3 face donc à cette équipe Montpellier-Rennes. On va voir les images, les buts de la partie, l'ouverture du score de Radonjic sur un service de Florian Thauvin, la fixation et puis derrière le centre pour Radonjic qui était revanchard, le joueur, l'attaquant, l'ailier de l'Olympique de Marseille. Clin d'œil à Nabil Djellit qu'il avait un peu critiqué hier dans cette émission. Un but partout, 52e l'égalisation de Mollet. Puis Marseille va reprendre l'avantage par Dimitri Payet à la 80e minute de jeu. Le geste adressé, il est fou, hein, à Villas-Boas. Et puis 84 minutes, le but de Valère Germain au classement. Donc eh bien, cette équipe de Marseille remonte, ça va mieux. Et AVB content de prendre ses distances au classement. Et bien tiens justement avec Montpellier, écoutez-le. Et oui, une très bonne victoire. Les mecs qui ont entré ont aussi fait la différence. Ça, c'est très important pour nous, pour notre état d'esprit. Tous eux ont dit qu'on était décisifs. Kevin, Kawi, Valère, Payet. Nemanja qui a débuté, comme tu as dit, le match. Alors, oui, un match important, ça veut dire que les options sont là, sont vives. Et on profite d'une victoire avec un adversaire qui était à côté de nous. C'est très important qu'on les écarte un peu. On a accroché un peu la distance à PSG et Lille, qui perd des points ce soir. On va voir, on doit continuer à enchaîner. Voilà, on va continuer à enchaîner. C'est ce qu'il faut espérer pour l'Olympique de Marseille, qui restait sur une mauvaise passe, Karine, avant la trêve hivernale. Il restait sur 3 matchs sans victoire. On était inquiets hier, avant ce match face à Montpellier, mais finalement, Marseille a assuré. Et Marseille est potentiellement, évidemment, deuxième de Ligue 1. En tout cas, c'est bien replacé dans la course à l'Europe. Oui, parce qu'en plus, Montpellier marchait très très fort à l'extérieur. Marseille a été porté par un Thauvin très intéressant, qui était titulaire et qui, une nouvelle fois, a mené ses coéquipiers. Parce qu'en première mi-temps, tout n'était pas parfait, mais en tout cas, il a
avait quand même distribué pas mal de bons ballons. Et après, les choix d'AVB ont été gagnants, parce que c'est vrai que Radonjic, je te demande pourquoi il est titulaire. Bon, il marque. Et puis, c'est bien aussi de piquer Payet. Bon, on a vu évidemment la réaction de Payet, mais tout ce qu'il a entrepris, AVB, ça a été gagnant. Il fait rentrer Payet est piqué, il fait un petit numéro de soliste, il marque. T'as Valère Germain, magnifique tout à l'heure dans sa petite vidéo, qui marque un super but. T'as l'entrée de Kawi qui a été aussi bonne. Donc honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Marseille gagne aussi facilement hier. Montpellier a été décevant dans la finition et Marseille a été plutôt très réaliste. Ils font un très bon match en plus. Mais c'est ça. Souvent on a dit Marseille, ils ont gagné, c'était ric-rac. Ils ont gagné en étant mauvais et quand ils jouaient bien, c'était moins. Mandanda, machin, truc. Là, c'est rien. C'est un de leurs meilleurs matchs de la saison sur un des matchs où ils sont le plus attendus. Parce que moi, on parlait de tournant tout à l'heure. Moi, je pense que c'est vraiment un tournant pour Marseille ce match-là. Parce qu'ils ont fait un vrai gros match, un moment important, où les autres pataugent, piétinent un peu, Paris, à part Lyon. Ouais. Donc c'est pour toutes ces raisons, c'est un match très important, dans un contexte particulier aussi. On a vu, tu as parlé hier. Oui, les fumigènes. Donc dans un contexte particulier de reprise aussi, ils font un de leurs meilleurs matchs de la saison, franchement, très costaud. Et mention aussi pour Gay, il a raison, hein, Pierre, parce que pour le Gay coup, Camara, extraordinaire. Il devient, ouais, mais Gay, pour le coup, c'est un transfert. Ils sont allés le prendre au Havre et c'est une bonne pioche. C'est pas très cher, même si c'est de l'argent pour Marseille. C'est bien d'aller prendre des joueurs en Ligue 2, quoi. Bah oui. Non, mais surtout que la liaison Le Havre-Marseille a souvent bien fonctionné. Et là, c'est encore une bonne trouvaille. Et honnêtement, il s'installe comme titulaire. Hier, il avait la chance d'être titulaire parce qu'il y avait des absences et il était totalement à sa place dans ce milieu de terrain. Donc bravo. Le deuxième top de ce baromètre, eh bien, c'est l'AS Monaco qui a écrasé Lorient et qui se replace dans la course à l'Europe. Et qui a gagné 5-2 face au Lorientais, qui est 6e au classement. On parle de ces 5 buts. Regardez, c'est la 3e meilleure attaque de Ligue 1 avec 33 buts inscrits, cette équipe de l'AS Monaco. Et puis ce duo magique, Ben Yedder, Kevin Volland, ce duo est impliqué sur 70% des buts de l'ASM. Alors il n'y a pas que qui ont fait la différence hier, il y a également les joueurs qui sont entrés en jeu, notamment Golovin qui revenait d'une longue blessure et Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, est revenu sur l'entrée en jeu de Golovin notamment. Je ne sais pas si j'ai fait d'aussi bons choix de remplacement dans ma carrière d'entraîneur. Il y a toujours un brin de réussite. L'entrée de Golovin a donné une autre dimension à cette rencontre. Stéphane a également fait de belles choses ce soir, tout comme Kevin Volland. On est très satisfait, puis Diop également, on est très satisfait de notre deuxième période avec 4 buts inscrits. Alors c'est vrai qu'on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec Monaco, Grégory Hacher, mais force est de constater que c'est quand même l'une des équipes les plus sexy à voir en Ligue 1 déjà, parce qu'il y a toujours des buts avec Monaco. C'est vrai, qu'ils en prennent ou qu'ils en marquent. Hein. Exactement. C'est pour ça. Moi je pense que c'est ça leur ADN 2020-2021, c'est que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui a décidé de marquer. Alors, je me souviens très bien de l'émission de début de saison quand on parlait de Folland. Moi je l'avais eu joué 3-4 fois, pas plus, mais quand on lisait les lignes de stats, on s'apercevait que quelqu'un qui est en Bundesliga, qui est capable de mettre 12 buts et 12 passes régulièrement pendant 5-6 saisons, il n'y a pas de raison que ce soit un mauvais joueur. Surtout avec un coach qui connaît très bien le championnat d'Allemagne. Donc moi je trouve que c'est une équipe qui a deux qualités. Un, elle est joueuse et donc pour nous c'est hyper grave parce que c'est pas le cas de toutes les équipes. Et deux, ils vont nous proposer un rôle d'arbitre dans ce championnat. Je pense qu'ils auront du mal contre les grosses équipes, ils n'y arrivent pas forcément. Et ils vont arbitrer parfaitement le bas de tableau parce qu'ils performeront tous ceux qui sont un peu plus mal classés. Moi, je les vois européens en Ligue Europa, trop court pour le podium. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a un match de Monaco, j'aurai la télécommande prête à bondir parce que je trouve bien, j'aime beaucoup la communication de Kovac. C'est-à-dire que quand il perd, il le prend, il l'assume. Quand ça se passe bien, il assume. Le mercato a été plutôt bon. Et on sait que depuis le départ de Campos, Dieu sait qu'ils se sont gourés dans le trading ou dans le recrutement. Non, moi j'aime bien les voir jouer. Je trouve que c'est du foot et ça me plaît. Tout bien ce que tu as dit, mais il faut que Benjamin Lecomte revienne très vite dans les buts. Oui, enfin défensivement c'est toujours un peu compliqué. Non mais là, Mannone, c'est un souci quand même. Oui, chaque frappe cadrée, et tu te dis il va se passer un truc. Et non mais c'est vrai qu'il y a tes airs bis pendant quelques il ferait pas une affaire non plus. Mais entre Mannone et Lecomte, t'as une vraie classe d'écart et ça veut dire 5-6 points. Donc c'est important, c'est beaucoup. Et ça, on se dit que Monaco se replace dans la course à l'Europe et il y a un joueur qui va faire du bien, un retour qui va faire du bien, c'est celui de Golovin qui est revenu hier, qui a marqué au bout de 5 secondes de jeu. Donc, un beau but en plus, plein de classe, extraordinaire, petite frappe toute fine. Non mais c'est fort. Non mais il y a eu talent offensivement. Après, ils sont aussi à 11 contre 10 pendant une grosse partie du match. Il y a des choses. Ils sont à 6 points de Lille qui est 3e. Mais bon voilà, comme beaucoup d'équipes, ils ont des problèmes derrière, mais ils compensent par beaucoup d'allant, d'enthousiasme et puis ça joue. C'est vrai que devant ça joue, mais parce que vaut mieux que le ballon chez eux soit devant que derrière. Donc, oui. Comme souvent là-bas. Voilà. Oui.
Souvent quand il est derrière, vraiment. Le troisième top de ce baromètre, c'est la première fois qu'il est dans le baromètre. Eh bien, c'est Habib Diallo, l'attaquant de Strasbourg, étincelant hier lors de la victoire des Strasbourgeois 5-0 face à Nîmes. Ouais, il a encore marqué Habib Diallo, un recrue impactante. Habib Diallo a été impliqué dans 9 buts en 12 matchs de Ligue 1 avec Strasbourg cette saison. 6 buts, 3 passes décisives. Après n'avoir jamais été décisif lors des 7 précédentes rencontres dans l'élite avec le FC Metz, il y a une véritable progression de la part de ce joueur. C'est le symbole du renouveau de Strasbourg. Alors Strasbourg qui a longtemps été les deux derniers du championnat et là qui revient parce que Strasbourg est 16e. Quoi. Strasbourg serait une équipe qui se maintiendra facilement, je pense. Ils ont l'effectif, ils ont l'expérience des saisons un petit peu difficiles, du combat. J'allais dire le public, mais bon, pas cette année. Mais ils ont tout. Alors, et pour ce garçon-là, il symbolise, lui, en revanche, les échecs de beaucoup de styles de recrutement. Parce que 10 millions, 24 ans à l'époque du transfert. Quand on voit ce que dépensent certains pour des caricatures de joueurs, voilà, lui symbolise vraiment un échec ou du coup une réussite de la part de la Marseille aurait pu aller chercher. Vous allez prendre Luis Enrique. Évidemment, on pensait tout à ça. Mais du coup, bravo à Strasbourg pour l'avoir dévié d'un plus grand club qu'eux. Et donc, il a tout compris. Il est bon, il travaille bien et il a l'air intelligent, il a l'air d'avoir tête sur les épaules. Et il aidera évidemment Strasbourg à se maintenir et je pense que Strasbourg se maintiendra facilement. On a parlé de ce qui nous avait plu hier lors de la 18e journée. On va parler maintenant de ce qui nous a moins plu. Voici les flops du baromètre. Et dans les flops, eh bien, il y a Lille qui a raté le coche hier en perdant à domicile face à Angers. Et on va voir les statistiques de cette rencontre, de cette défaite du LOSC. Regardez, une équipe lilloise qui a peu cadré dans cette rencontre. 2 tirs cadrés sur 7 tentatives. Ils n'ont marqué qu'un but hier à domicile. Et puis cette possession de balle à 66%, mais qui n'a pas permis au LOSC de l'emporter. On va écouter Christophe Galtier après la défaite, le coach du LOSC. Ce qui est sûr, c'est que c'était un retard à l'allumage et que peut-être que le fait d'avoir repris tardivement fait que on est vraiment très mal rentré dans ce match. J'avais rarement vu mon équipe autant en difficulté, que ce soit dans le harcèlement, dans le positionnement, mais aussi dans la qualité technique. On a été battu dans tous les domaines et le domaine le plus important c'est sur la volonté, la détermination. Grégory Hacher, est-ce que c'est des points hier perdus qui risquent de coûter cher finalement à Lille ? Je vais vous décevoir, c'est pas un tournant de la saison encore. Je suis très déçu. Oui, je sais, je savais que j'allais vous décevoir, que je vais vous un coup de poignard dans le cœur avec cette phrase. Mais bon, bah voilà, c'est le classique match de reprise. Ils sont pas très bons, ils font pas un bon match. Ils perdent celui-là. Angers, c'est pas non plus infamant, hein, c'est quand même une bonne équipe de Ligue 1. Il n'y a rien de honteux. Ils sont 7e du championnat. Oui, non, mais voilà, c'est une bonne équipe de Ligue 1. Vous pouvez perdre de 1 là-bas, un match de reprise, même quand vous êtes Lille et que vous êtes épatant depuis le début de la saison. Moi, maintenant, je les attends sur la suite parce que je fais pas partie de ceux qui pensent que ce qui s'est passé à la tête du club n'impactera pas la suite de la saison. Vous pensez qu'il va y avoir quelque chose ? C'est-à-dire qu'avec le changement de président, bah oui, mais quand vous avez Campos, Lopez, un nouveau président qui était dans 2 autres clubs précédents et des joueurs et Galtier qui fait la sonnette d'alarme en prenant la une de l'équipe pour une interview quelques semaines avant, vous avez compris que ça allait être moyen. Je me dis que quand vous êtes un joueur, il y a 2 solutions. Soit vous vous dites, bon bah ce club-là, de toute façon, maintenant, si ça part moyen, j'abandonne. Soit vous vous dites, et là, ça serait la bonne nouvelle, faut que je me monte parce qu'ils vont me vendre. Voilà. Ça, c'est une vraie possibilité. Mais je pense plus que ça peut impacter des joueurs. Pour en avoir parlé avec des consultants anciens joueurs, ils disent quand même, à un moment, ça vous prend la tête. C'est quelque chose qui rentre dans votre cerveau et qui est là quand vous jouez. C'est anecdotique pour vous, Pierre Maturana, cette défaite hier ? Ouais, le scénario aussi, le mot est bien choisi, ils ont été cueillis. C'est-à-dire que très vite, tu perds 2-0, derrière, tu cravaches pour revenir. Et évidemment, Angers fait tout pour se protéger. Donc, assez anecdotique parce que dans le jeu c'était pas non plus catastrophique. Voilà, il y a un peu de malchance, un peu de maladresse, un peu moins de maîtrise que d'habitude, mais je pense qu'ils ont encore les armes pour revenir. Encore une fois, il y a 3 points de retard, c'est pas scandaleux, il y a des absents. Après, un peu comme pour Lyon, il y a un mercato, tu sais pas ce qui peut se passer à Lille. La chance c'est que en dehors de France, il n'y a pas non plus beaucoup d'argent en ce moment, mais c'est une équipe qui pourrait perdre 1 ou 2 éléments. Il a déjà parlé de Soumaré, il lui a mis une petite cartouche. Ouais. Donc voilà. Attendons la fin janvier quand même. Quand ton président te dit on n'a pas besoin de vendre, faut se méfier quand même. Voilà. Vous voyez ça veut dire le contraire.
Voilà. Oui, mais enfin, et s'il dit on a besoin de vendre, ça veut dire quoi Bah, ça veut dire que les joueurs C'est-à-dire vont qu'il va être vendus à brader. 50% Donc s'il de dit on va valeur. pas vendre, ça veut dire qu'il veut vendre au prix fort. Évidemment, mais comme Lille depuis quelques temps. Le deuxième flop de ce baromètre, ça va pas faire plaisir à Jérôme Alonso, c'est Nice battu par Brest 2-0 et qui se retrouve 13e de Ligue 1. Et la galère continue pour cette équipe de l'OGC Nice qui n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs de Ligue 1, 2 nuls, 5 défaites. La dernière victoire, c'était le 16 décembre dernier contre Nîmes 2-0 et puis Nice a commis 8 erreurs amenant un but en Ligue 1 cette saison. Aucune équipe n'en compte davantage. Égalité avec l'AS Monaco, mais il n'y a pas les mêmes destins. Voilà, Monaco est 6e et puis Nice, ça va moins bien. Jérôme Alonso, on commence à s'inquiéter pour Nice ou bon, c'est pas grave. Bon, s'inquiéter pour les objectifs de début de saison qui étaient l'Europa League, enfin se requalifier, oui. Après, pour ce qui est en bas, non, évidemment. Mais je ne pensais pas que l'absence de 2 joueurs, notamment de 1, pouvait à ce point-là impacter une équipe de Ligue 1. C'est quand depuis que Dante... Il y a Philippe Risoli qui nous a rejoint sur le plateau. Voilà Philippe, bonjour Philippe. Estelle, faites un lancer de micro. Je ne peux pas faire un lancer de micro. Non, mais attendez, c'est mon micro de secours, celui-là ne marche plus. Ah, j'adore. Quelqu'un va venir me le chercher. Michel D'ailleurs, Drucker. venez vite, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Très sympa. Hein. Oui, voilà. Vous le C'est faites marrant, bien. ça fait années 80. Mais c'est totalement. C'est très stylé. Puis il a Qu'est-ce qu'on l'air disait immense, non? Bon, écoutez, Elle a des petites mains, c'est mon elle a micro des de petites secours. Normalement, je ne devais pas le sortir, vous voyez. Mais là, il se trouve que le son bien. ne marche plus. Donc, Ça arrive. c'est un peu gênant quand on se prépare une émission. Qu'est-ce qu'on disait Karine, je ne sais pas, on parlait de Nice. À Nice, voilà. Oui, Oui. alors. Ah ben bon, voilà, sympa. Bon changement d'entraîneur en tout cas. Non. Bonne idée le changement. Hein, le changement. Bien joué d'avoir viré Ah ben, Vira tu pour faire prends, ça. tu prends quelqu'un de proche, donc forcément ça change pas grand-chose. Et puis voilà, encore une fois, depuis que Dante est plus là, c'est catastrophique. Oui. Le capitaine Pierre Lesmelou n'est pas là non plus. Et à eux deux, c'est un petit peu l'âme de cette équipe, en tout cas ce qui gardait un peu l'ADN de ce club. Là, il n'y a plus ça, il y a une erreur quasiment par match. Il y a un but de casquette par match, c'est des cadeaux en permanence. Donc il faut vite réagir, mais pour l'objectif début de saison, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. C'était les 5 premières places, je vois pas Nice comme ça aller dans les 5 premières places, c'est pas possible. Le triple flop de cette émission, c'est la première fois qu'il y est. Quand même, en 3 ans d'émission, c'est assez incroyable. Et bien, c'est Kylian Mbappé qui a obtenu la note de 3 pour sa prestation d'hier soir, Raphaël. Qui a vécu un match compliqué à Geoffroy Guichard. Regardez quelques actions que l'on vous a sélectionnées. La 16e minute, pas réussi à faire la différence face à ses adversaires, c'est face à face. La 57e, même chose. Dans le dribble, il n'a pas su faire les différences hier, Kylian Mbappé, même s'il est à l'origine du but du Paris Saint-Germain. Et puis la 71e minute, pas dans un grand soir, il a reçu la note de 3 sur 10 ce matin dans le journal L'Équipe. On va écouter son entraîneur Mauricio Pochettino parler de sa prestation à Kylian Mbappé. Je suis content de la performance de Kylian. Ça te va ravir ce une bonne micro. attitude. La dernière fois, je l'ai- Il doit s'améliorer comme nous tous. On veut qu'il marque et qu'il progresse. Il est évidemment déçu car on n'a pas gagné. Et aussi car il pouvait faire mieux dans ce match. Mais je suis content de la façon dont il est ouvert à s'améliorer. C'est le chemin à suivre. Nous ne sommes qu'au début. Nous sommes arrivés il y a 3 jours. Mais je suis content de l'attitude de tous les joueurs. Ils ont essayé de mettre en pratique nos idées. Et ils ont été très à l'écoute et ouverts pour le montrer sur le terrain. Voilà, Kylian Mbappé, donc très décevant hier, mon micro remarche, hein, vous avez vu. Pierre Maturana, est-ce que vous sentez que Kylian Mbappé a encore la tête au Paris Saint-Germain? On le sent quand même sur des prestations ces derniers temps qui sont pas à sa hauteur, quoi. Ouais, non, clairement. Alors, avec un peu de mauvaise foi, j'ai rappelé qu'il était sur le but, mais je disais ça parce que ça suffit même plus à cacher ses performances, parce qu'évidemment, on attend beaucoup mieux. J'aime pas dire que Mbappé régresse, parce que je pense que c'est faux. En tout cas, il y a un vrai plateau de stagnation quoi, chez Mbappé. Il y a des choses qui viennent un peu attendues dans son jeu. Donc, les défenseurs défendent même un peu mieux sur Mbappé qu'avant. Ses dribbles sont moins efficaces, les face-à-face, il y a un peu de déchets. Voilà. Non, mais peut-être que physiquement aussi, il y a du mal. Il faut aussi prendre cette dimension-là. Peut-être que physiquement, Mbappé va un peu moins bien. Et dans ce cas-là, il faut se poser des questions et peut-être le reposer ou le gérer différemment. Après, gérer Mbappé, c'est compliqué aussi. Mais par contre, je suis pas sûr que ce soit une question de la tête au PSG ou pas. Je pense que Mbappé, il est cette année au PSG. L'année prochaine, on ne sait pas. Mais là, il est dans une optique quand même de tout gagner et d'avoir des stats, etc. Donc, je suis pas sûr qu'il soit dans une optique de dire je pars du PSG pour être meilleur. Je pense qu'effectivement, il faut faire travailler différemment Mbappé. Et que Pochettino va avoir ça comme chantier sous la main. C'est faire retrouver à Mbappé un peu de tranchant, un peu de lucidité et peut-être... Parfois, il y a un peu de gourmandise en ce moment dans le jeu de Mbappé. Il y a des choses qui paraissent un peu superflues, qu'il y avait moins avant. Donc voilà, peut-être leur faire un peu défendre, peut-être lui donner d'autres tâches que ce qu'il faut aujourd'hui, je ne sais pas.
Mais après, Karine, est-ce qu'il faut se dire aussi que l'absence de Neymar lui est préjudiciable finalement à Mbappé? Il est meilleur avec Neymar, quoi. Oui, mais ce qu'il rate sur le terrain, ça n'a rien à voir avec Neymar. Physiquement, c'est clair qu'il n'est pas du tout à 100%. Le problème, c'est que ça fait des mois et des mois qu'il traîne ça. Et personne n'est capable de l'arrêter, que ce soit lui, que ce soit l'équipe de France, que ce soit le PSG. Et il faudrait l'arrêter. C'est un joueur qui a dit lui-même, je suis fatigué, je suis usé psychologiquement et aussi physiquement. Et ça fait plus d'un an. Mais on sort de la trêve, quand même. Oui, mais ça n'a pas suffi. Pour l'instant, il n'est pas à 100% et ça fait plus d'un an qu'il n'a pas fait un grand match. Et moi, je répète, on se fout qu'il marque contre Nîmes, contre Angers, contre Perlimpinpin, etc. Il doit être un joueur bon dans le jeu, mais aussi dans les stats, lors des grands rendez-vous. C'est lui qui a demandé au PSG de recruter des bons joueurs, parce que sinon, il s'interrogeait sur son avenir au PSG. Mais en tant que joueur du PSG, il n'est pas au niveau qu'il doit avoir et que le PSG est en droit d'espérer. Et puis il y a l'Euro et forcément tu es inquiet parce qu'en équipe de France ça fait aussi très longtemps qu'il n'a pas été très bon. Donc voilà, peut-être faire un vrai break pour qu'il se ressource parce qu'il est jeune, il est humain finalement et le retrouver parce que là, moi je m'en fous qu'il marque contre Brest samedi. Hein. C'est pas suffisant. Oui, mais comme il joue contre, Brest, le problème c'est qu'il y a des matchs. On aimerait qu'il marque contre Manchester City, mais il joue pas. Il fait un mauvais match contre Brest, tu vas le dire en premier. Voilà, c'est sauf qu'il y a des matchs où il n'a pas été bon et il a sauvé son match par un but. Mais le contenu du match, c'est quand même le plus important parce que en Ligue des Champions, sur les gros matchs, il n'a pas marqué, il n'a pas été bon non plus dans le jeu, donc il n'a pas forcément pu aider ses coéquipiers. Personne dans l'équipe était bon en Ligue des Champions. C'est quand même le premier qui a dit j'ai l'impression d'avoir 60 matchs dans les pattes. Donc, oui, mais Kylian Mbappé et Neymar ne sont pas jugés comme les autres, ce qui est normal. Bien sûr, mais en ne faisant pas jouer contre Brest, par exemple. Non, mais alors si les 15 jours de trêve suffisent pas, c'est pas de pas jouer contre Brest qui va lui suffire. Non, mais tu es d'accord que le Mbappé de hier, tu as l'impression que c'était exactement le même qu'avant la trêve. Donc évidemment qu'il a dû un petit peu se reposer et tout, mais il n'est pas à 100%. Il est emprunté, ça se voit. Je veux dire, ça fait des mois. On peut faire un tableau de ses blessures, mais il les a enchaînées. Alors, on fera avec Raphaël, on fera ça demain. Sur patte, mais c'est un joueur qui a eu pas mal de pépins. Vous n'avez pas écouté Karine? Elle vous a réclamé un tableau des blessures d'Mbappé. Il baillait. C'était trop long. On fera ça. Je suis sûr qu'il baillait. Non, il baillait pas cette fois-ci. Thibaut Vézirian, les tops et les flops des internautes sur cette 18e journée. Le baromètre des réseaux, eh bien, justement, la sensation, il y en a un qui n'est pas emprunté. C'est peut-être un des meilleurs joueurs de Ligue 1, c'est Lucas Paqueta, le Brésilien. Regardez, magique, là, la roulette postée par le compte Twitter de l'Olympique Lyonnais. C'est lui sur cette 18e journée qui a fait sensation, lui qui a épaté, lui qui a porté les Lyonnais, des Lyonnais qui lui envoient des cœurs sur les réseaux sociaux quand je repense au match de Paqueta, des Lyonnais qui lui disent qu'il squatte l'équipe type de l'équipe, c'est son salon, il a déjà un fauteuil attribué dans l'équipe type du journal L'équipe, en effet, Lucas Paqueta. Et si on est dans l'abus, si on pense que Paqueta actuel est le meilleur joueur de Ligue 1, pas forcément, c'est un vrai débat en fait qui se pose sur les réseaux sociaux. Donc là on est dans les vrais tops avec Paqueta, mais on est aussi dans les tops avec Navas qui a peut-être permis de rapporter le point du match nul à Geoffroy Guichard pour le PSG. Sans lui, ça n'aurait pas été forcément la même s'il y a d'autres bons gardiens sur cette 18e journée. Dans les autres tops, on a bien souligné aussi que Pape Gueye, les Marseillais et Bouba Camara en ce moment étaient vraiment devenus des plaques tournantes et des titulaires indiscutables. Bon, peut-être pas la Xavi Iniesta, mais c'est l'excès forcément des réseaux. En stats, le compte Mercato-M qui a noté justement leur match remarquable hier face au Montpellier Hérault, aux deux jeunes tauliers donc, de Marseille. Et puis Mohamed Eni qui avait chambré Dimitri Payet, une pensée pour le football, pour le ballon qui soutient Payet, force à lui, puisque Payet était sur le banc. Et bien derrière, Payet, il a ravi les supporters de Marseille avec son but. J'ai une relation toxique avec Dimitri Payet, je l'aime autant que je le déteste. Voilà pourquoi il est dans les tops, Dimitri Payet, des réseaux après sa prestation. Et puis dans les flops, il y a eu le but accordé à Delors. Voilà, l'arbitre, Madame Frappard, a-t-elle eu raison avec l'arbitrage vidéo, ce but accordé alors que Delors, donc le but de Mollet, avec Delors en position de hors-jeu, mais était-il passif, actif? À vous de juger. Donc ça c'est dans les flops. Il ne devait pas être accepté. C'est revenu souvent dans les réseaux en tant que flop. Et puis Mbappé ce soir, Mbappé n'était que l'ombre de lui-même, emprunté. Kylian Mbappé, vous venez d'en parler, c'est vraiment le gros flop de cette 18e journée. Oui, ils se sont embêtés avec le montage. Mbappé à la Coupe du Monde 2018, c'était R9. Mbappé en ce moment, c'est autre chose. C'est une sorte de Lucky Luke. Donc voilà, Kylian Mbappé, il s'est vraiment fait faire. Heureusement, il va pouvoir se reconvertir ou prendre un peu de vacances, justement, jouer un peu de guitare et faire autre chose, Kylian, pour revenir beaucoup plus fort, mais on sait qu'il reviendra fort. Mais voilà, il était vraiment dans les flops aussi des réseaux. Ça nous avait beaucoup plus ce petit tweet. Allez, dans un instant, le mercato avec pas mal d'annonces. Raphaël, des transferts, des infos, des rumeurs, on vous dira tout dans un instant. À tout de suite.
C'est la dernière partie de l'équipe d'Estelle et vous le savez, cette dernière partie est évidemment consacrée au marché des transferts. Oui, le mercato, des infos, des rumeurs. C'est tout de suite le Foutoir Mercato, c'est parti. Et Raphaël, on commence avec le gros coup du jour. De la part de l'OGC Nice qui devrait recruter l'ancien parisien Mamadou Sakho. C'est Nice Matin qui explique que le défenseur central de 30 ans, en fin de contrat en juin avec Crystal Palace, pourrait bien être la prochaine recrue du gym, une recrue d'expérience en plus qui vient s'ajouter auprès du jeune défenseur central William Saliba. Karine, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? Ben justement. Oui, pose la question. Mais non, mais c'est vrai. Ben, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors déjà, parce que juste par rapport à ce que dit Raph, ça veut dire que là, ils vont payer une indemnité à Crystal Palace. Il arrive maintenant, c'est pas pour juin. Oui. Ah non, maintenant. Oui, maintenant. Il y a besoin là. Vous avez bien vu, oui, qu'il y en a. Oui, non, mais je sais. Je sais pas, parce que les retours des Français en Ligue 1 qui étaient superbement attendus et qu'on fait des flops, il y en a eu quand même pas mal. Donc, il y a eu des réussites quand même. Ouais, mais bon. Oui, lesquelles là Thomas oui, voilà. Non, mais Thomas, il est parti 6 mois. Et Mandanda, quand il est revenu. Mais il est parti une saison. Et alors bah oui, bah, voilà. Il y a des règles. Moi, je pense plus à des Patrice Evra et des Vicente Lizarazu. Debuchy, il a fait un patron quand il était revenu. Karine, à Nice, défensivement parlant, on prend tout. Là. Bah écoute, On prend Jean-Marc Pilorget, Didier Sénac, William Ayache, on prend tout. C'était bien, Mvila. je souhaite que ça soit une réussite, mais après, Crystal Palace, il a vécu aussi des derniers mois plutôt compliqués. Mais franchement, ça fait plaisir de revoir Mamadou Sakho. Je dis pas que ça fait pas plaisir. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est la solution. Non, mais c'est une bonne idée. Sakho Saliba, sur le papier, ça donne envie. Franchement, on regardera. Non, mais il fallait qu'il paraît au plus pressé. Ils étaient complètement en train de faire ouvrir à chaque attaque. Donc là, tu prends des gars qui feront peut-être une ou deux erreurs dans la saison, mais enfin qui vont te rassurer et qui vont en plus marquer un peu l'esprit de l'attaquant d'en face. Je veux dire, quand tu arrives, c'est Sakho, tu t'attaques peut-être pas pareil. On parle de Mamadou Sakho. Comme un mec qui est référencé, qui est international, non, mais je leur qui a fait des souhaite. saisons Est-ce que c'est la vraie extraordinaires. bonne idée? Je vais pas me jeter dans le Vieux-Port, enfin pas dans le Vieux-Port, non, à Nice. À Nice. On a un port en cours. Dans un, je vais pas me jeter place Masséna. Non. Je vais pas me jeter place Masséna parce que j'apprends que Mamadou Sakho arrive. Pas Je la suis mer, ravi. place Masséna. Ça va être du béton. Place Masséna, Bah oui, place Masséna, c'est du béton. Dans le Vieux-Port ou sur du béton. Non, mais Bon, allez qu'on mette des Anglais et je vais pas te défiler place Masséna si vous voulez. Voilà, très bien. Bon, on a fini sur Sakho ou non? C'est très bien. Ok. L'officialisation du jour. Sébastien Haller qui s'est engagé à l'Ajax Amsterdam, c'est officiel à arriver à l'été 2019 à West Ham. L'ancien international espoir français avait été acheté à l'époque pour la modique somme de 45 millions d'euros. Il est revendu 22,5 millions d'euros. Il avait marqué 14 buts en 48 matchs de première ligue. Non mais franchement, 22 millions pour Sébastien Haller, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un club français qui soit mis dessus. Avec quel argent? Ça fait 20 millions. Avec quel argent? 20 millions, ça va, c'est pas... Avec quel argent? Il y a un salaire aussi. Quel argent? Oui, Mais qui quel club? Mais là, on parle de l'OM qui sont des joueurs à 15 millions. Bah, excusez-moi, vous rajoutez ça à 22 millions. Et déjà, ils ont du mal à les acheter. Donc, Et une information qui concerne le club de West Ham qui vient de vendre Sébastien Haller pour le remplacer. Nos confrères d'Eurosport Angleterre, UK, nous disent que l'une des pistes, c'est Olivier Giroud qui serait l'une des pistes pour remplacer Sébastien Haller. Un autre nom circule, plusieurs médias anglais en parlent, c'est Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Ah ça oui. Bien sûr, mais vous imaginez, vous faites un échange, la Dembélé à l'air. Lyon veut potentiellement dégraisser, pas reprendre des joueurs. Ils n'ont pas besoin de buteurs à Lyon. Vous l'échangez. Et puis Haller, c'est très cher. devant quand même. Et 22 millions. Enfin, ça, il est à c'est très l'Ajax. cher, encore. Oubliez. Ah oui, bon. Eh oui. Non, mais c'est l'Ajax. Mais par contre, c'est un peu décevant parce qu'il était venu à West Ham dans l'idée de pouvoir passer un cap et être dans le top 5, top 6 anglais. Bon, bah, ça a moyennement marché. Il va dans un très beau club, mais il n'atteint pas le Graal qu'il espérait. Ça fait une belle carrière. Et Giroud à West Ham, il aura intérêt ou pas? Bah non, on reste à Chelsea. À chaque fois qu'il joue pour Chelsea, c'est le sauveur de Chelsea. Surtout Il garde vu cette la période, étiquette. Il n'a pas joué, donc... Oui, d'accord. justement, c'est très bien pour lui. Ils ont perdu. Mais qui Non, reste on va et le qui scruter. Il va à la West prenne Ham, on va regarder à chaque match ce qu'il a marqué. Puis j'insiste, prime à la signature dans 6 mois. Oui, c'est vrai Mais aussi. Oui, les fins de mois sont difficiles. Mais c'est pas qu'une question. Il ira après à West Ham, Voilà, ou à machin, ou à Southampton. En MLS. Ok, Non, il reste en Angleterre. très bien. Après. Le suspense du jour. Il concerne Memphis Depay qui est resté flou hier sur son avenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Il était au micro de nos confrères de Canal+. Il a été l'auteur d'un doublé, je vous le rappelle, face au Racing Club de Lens. Il ne s'est pas montré totalement rassurant. Alors je ne veux pas faire de langue de bois, dit-il, mais si le coach continue de me sortir quand je marque 2 buts, alors peut-être que je dois bientôt partir. Il rit, voilà, faut quand même le préciser. Je l'ai déjà dit, je suis heureux ici, on a une grande équipe, j'aime beaucoup le président, on verra ce qu'il se passe. C'est sympa, là, on sent qu'il va rester, franchement, quand on voit ça. Qu'est-ce qu'il Non, mais il est 2e degré, hein, Karine, quand il Oui, dit ça. d'accord, mais vous sentez ça très bien, moi, perso, moi, je je sens le rien.
Oui. On sait très bien qu'il rêve de toute façon d'aller à Barcelone. Enfin, c'est pas ce message qui me dit ah oui là c'est sûr il est gone à vie là. Non, mais il n'était pas obligé de dire ça. Il aurait très bien pu dire, excusez-moi, dire bah écoutez, je suis content pour Lyon parce que ça se passe bien. Et puis moi, on verra plus tard. Toi, tu veux des mecs chiants en interview à la fin des matchs. Mais non, mais là, il dit un truc un peu sympa, un peu rigolo, ça nous fait un peu débattre. Voilà, mais rien ne me dit là-dedans, comme dit Karine, qu'il. Il n'a pas clos le débat. Voilà, on n'en sait pas plus. Parce qu'il reste 3 semaines. Ok, d'accord. Mais alors, imaginez, Pierre Mathurin, si vous deviez vous prononcer maintenant, vous diriez qu'il va rester ou il va partir? Moi, je pense qu'il va rester. J'attends fin février. Mais non, mais je pense qu'il va rester, mais honnêtement, on peut pas le savoir. Enfin, tu vois, je sais pas. On parle du Barça, mais peut-être un autre club qui peut dire tiens, il est libre à la fin de saison. Peut-être que le moment de l'acheter, c'est maintenant pour pas avoir de concurrence dans 6 mois. Ça peut arriver, il reste 3 semaines. Il reste 3 semaines. Alors je sais qu'en 3 semaines, c'est tout. Peut-être que c'est lui, c'est Lyon ou Barça, et si le Barça n'a pas l'argent, bah, il restera à Lyon. En tout cas, mais on préférait tout ce qui reste. Et en tout cas, son président, qu'il aime et qu'il aime, lui a fait une déclaration d'amour sur son compte Twitter récemment. Merci Memphis pour tout ce que tu réalises comme footballeur avec notre OL. Tu es ici chez toi, tu es aussi un homme d'exception qui montre l'exemple, l'ambition. Tu restes tant que tu le souhaites, lui a dit Jean-Michel. Oui, il a envie qu'il reste, quoi. C'est beau quand même, un tweet comme ça. Là c'est clair là. Oui, c'est clair. Bah alors. Il y a assez peu de doute sur le fait que Aulas veut garder Depay. Et on le comprend. Le chassé-croisé du jour. Pour Islam Slimani qui pourrait bien rejoindre l'Olympique lyonnais en cas d'un éventuel départ de Moussa Dembélé. Information France Football signée Nabil Djellit qui nous apprend que Lyon a déjà activé plusieurs pistes donc pour recruter l'attaquant algérien Islam Slimani qui n'a pas vraiment de temps de jeu à Leicester. Pour Moussa Dembélé, on parlera d'un rebond à l'Atlético de Madrid et je vous le disais il y a quelques instants également West Ham après le départ de Sébastien Haller. Lyon, ils ont besoin de Slimani? Je sais pas, ça m'a l'air bien. On en parlait tout à l'heure, ça m'a l'air bien équilibré comme ça. Alors peut-être un joueur d'appoint ou une doublure si Dembélé s'en va. Oui. Non mais je veux dire, Slimani, il va pas venir pour être joueur d'appoint. Bah c'est ça. Voilà, donc s'il recrute effectivement un numéro 2 pour faire souffler les autres, je veux bien si Moussa s'en va. Mais Slimani qui va revendiquer pour être numéro 1, et on le comprend, dans cet équilibre-là, qui est malgré tout peut-être précaire, on ne sait pas encore si c'est bien stable à Lyon, mais là c'est bien pour le moment. Donc toucher à ce qui va bien devant, alors Dieu sait que j'aime bien Slimani, mais toucher là à Lyon, ce qui se passe très bien pour l'instant devant, non, je ne suis pas... Non, mais on l'a annoncé partout en France. À On Rennes, voulait à à Marseille, à Saint-Etienne, à Lyon. À l'homme, il serait titulaire. Non, mais on a envie de le revoir en Ligue 1. Dans toutes les discussions pour le coup. On a envie de le revoir en Ligue 1. C'est quand même dingue que son agent, enfin ou en tout cas ses conseillers, lui ait même pas trouvé une porte de sortie après quand même ce qu'il avait fait à Monaco, qui était très intéressant. Et au final, il déjette à Leicester. Peut-être qu'il visait très haut et qu'il n'y avait pas de club qui lui plaisait. Peut-être qu'il a pas envie de revenir en France, on n'en sait rien. Oui, ça Nabil l'a dit qu'il voudrait bien revenir en France. Enfin, qu'il veut jouer quoi, il veut un club. Oui, voilà. La piste du jour. Pour le Paris Saint-Germain qui serait optimiste sur le dossier Dele Alli, d'après nos confrères britanniques du Télégraphe, après 3 premières offres refusées, les Parisiens espèrent que ce sera la 4e qui sera la bonne. Le média anglais explique notamment que c'est l'arrivée au club de son ancien coach des Spurs, Mauricio Pochettino, qui pourrait faire la différence dans ce transfert. Oui, mais alors je sais bien que tout le monde râle en disant à quoi il va servir, où est-ce qu'il va jouer. Mais quand on réécoute le débat qu'on a eu tout à l'heure sur ce que le PSG sans Neymar a fait en attaque, il y en a quand même un qui fout plus rien depuis un petit moment, c'est Di Maria. Mbappé, là, en ce moment, c'est pas fou. Vous avez quand même dans un mois le FC Barcelone. C'est pas Mbappé non plus, Dele Alli. Il y en a un autre qui ne fout pas grand-chose depuis quelques temps, c'est Dele Alli. Non mais puis ça dépendra du prix. T'es censé vendre au PSG avant d'acheter là. Oui, c'est un prêt là. Tu vois, tu peux t'arranger 6 mois. Tu peux dire je vous le prends en payant un certain nombre de matchs. Ils ont quand même fait Danilo Pereira, ils l'ont avec un transfert gratuit, ils ont payé que. Oui, mais Danilo Pereira, t'avais un vrai besoin normalement aussi. Oui, mais sauf Icardi aussi, il a été en prêt à la base. Après Pochettino, tu peux pas empêcher le coup de vouloir jouer avec ses gars. Et il se dit, il a peut-être une idée à la tête et sur la façon dont il veut faire jouer. Quand on voit comment il a mis Verratti, peut-être qu'il se dit si je fais Dele Alli là, il se trouve que le roster est meilleur comme ça. Et puis c'est de bonne guerre que les gars viennent recruter 1 ou 2 joueurs à eux. Bien sûr. Non, mais je comprends les doutes, mais ça peut être sexy. Il a progressé énorme avec Pochettino, Dele Alli, il a franchi un palier avec lui comme coach. Donc, après que voilà, ça s'est déjà vu, ce serait pas moi franchement Dele Alli dans le roster du PSG en ce moment, ça me choquerait pas. Il a un profil que d'autres joueurs n'ont pas. À Paris, les remplaçants d'hier, ceux qui ont joué hier, n'ont pas le profil de Dele Alli. Le convoité du jour. C'est le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, Jean Lucas, qui serait pisté par Nantes, mais aussi par Brest. Et d'après nos informations, les informations du journal L'Équipe et d'Hugo Guillemet, eh bien Jean Lucas va aller du côté de Brest et non du côté du FC Nantes. Il a fait son choix, il avait discuté avec les 2 entraîneurs, Raymond Domenech et Dalloglio.
Il semblerait qu'il aurait été plus séduit par le discours de l'entraîneur de Brest. Et, alors par contre, pour vous consoler, a priori du côté du FC Nantes, Estelle, Jenny Limboula devrait s'engager c'est pas mal. Ben voilà. avec le FC Nantes. Ça, c'est pas mal. C'est une blague. Mais quoi, c'est pas mal. Mais non, mais... Le coup qu'il a fait à Guingamp. Ouais, c'est vrai que c'est crasse. Non, mais elle a raison. Bah, non mais excusez-moi, il s'est entraîné. Et vous adorez Guingamp, je vous rappelle. Ben, je sais, mais enfin là, de toute façon, voilà. Ah ben là, c'est votre père ou votre Mais mère. ils avaient qu'à le signer avant. Mais non, c'est pas beau du tout ce qu'il a fait à Guingamp. Bah oui, mais mais le joueur, il est à la il y a rue une depuis quand même très longtemps. Guingamp l'a remis en scène. Ils ont accepté qu'il s'entraîne avec eux, qu'ils se remettent à niveau, etc. Il devait potentiellement signer à Guingamp. Ben, il est parti voir les Nantais pour signer un contrat avec eux. Bah oui. En fait, il a une carrière sinueuse en termes ça, de c'est club. quand même incroyable. Alors là, moi, ça me dégoûte. Mais qui entraîne Nantes pour faire des coups pareils? Au final, c'est quoi sa carrière Imboula? C'est un gâchis. Et ça, c'est pas Oui, bon. non, mais ça, c'est vrai. C'est pour ça que là, il va se relancer. Ah ouais, bien sûr. Ah bah, vous allez voir. Avec un coach offensif. pas signé. Oui, c'est pas signé en plus. Ça va, ça se Ah bah oui, parce que si tu trouves une troisième porte de sortie, vous inquiétez pas, il va prendre un virage aussi. Hein. Le début d'un virage, comme dirait Nabil. Nous verrons. Bon, écoutez, on se retrouve demain, car je serai là vendredi. Ce qui est déjà une Incroyable, c'est une J'ai un information week-end, incroyable. c'est cool. Ah oui, vous êtes en, en chroniqueur, vous passez. Non, pas demain. Passez une tête. Oui, si vous voulez. Préparez la. Non, je reviens pour la NFL là, dimanche à mais 18h45. Voilà, évidemment, et nous serons là avec vous, bien sûr, dimanche Grégory. Donc demain, l'équipe d'Estelle, 17h30, et tout de suite, Olivier Ménard et toute sa bande, c'est l'équipe du soir. Salut.